Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Tour Zéro. Cette semaine, comme vous pouvez le voir pour les gens sur YouTube avec ce superbe background que nous a concocté Night Crash, on ne va pas parler de Flesh and Blood. Alors on va peut-être l'évoquer dans notre semaine si PDPU a fait une armory, mais on va pas parler sur le main topic de Flesh and Blood puisque comme on l'a annoncé il y a maintenant une petite semaine de ça, on on se laisse en fait l'opportunité, comme aujourd'hui, de parler d'autres jeux de cartes parce que c'est des jeux qui, en ce moment, nous donnent envie de jouer. C'est des jeux qui nous plaisent. Je sais que Hugo en a quelques-uns dont il parlera peut-être dans les prochaines semaines. Et moi, j'avais envie de parler assez rapidement, entre guillemets, de Grand Archive parce que c'est le jeu auquel je joue le plus en ce moment et sur lequel je passe le plus de temps. Et c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, qui, soyons honnêtes, a pas encore beaucoup de player base, en France et en Europe, qui a un peu du mal à se lancer pour le moment pour plein de raisons dont on reviendra peut-être à la fin de cette vidéo. Mais en tout cas, le jeu est vraiment cool. Et du coup, j'avais envie de faire découvrir un peu aux gens qui nous suivent, pourquoi le jeu est cool. Et aussi parce que comme j'ai envie de faire du contenu dessus, parce que j'ai pas mal d'idées de gameplay, de deck tech, de choses comme ça, bah, je me disais que c'était mieux de d'abord faire une présentation du jeu et de pourquoi le jeu est bien et pourquoi moi j'aime y jouer, avant de direct vous mettre deck tech Lorena Gros sans que vous ayez aucune idée de ce que ça signifie. Mais avant ça, du coup, PDPU, comment s'est passée ta semaine et surtout, est-ce que ça va? Bonjour, oui ça va. Hem, ma semaine, j'ai joué un petit peu à Flesh and Blood, mais j'ai surtout joué à mon cube Magic de Commander avec des collègues, dont un moment je parlerai. Mm. Mais je t'avoue que ma semaine a peu d'importance, parce que je suis là pour que tu me convaincs de jouer, à ce jeu. Alors en vrai, je dirais pas que je suis déjà un petit peu convaincu, mais j'ai déjà eu l'occasion de jouer au jeu, de me rendre compte qu'il avait, heu, un grand nombre de qualités en termes de gameplay, mais comme j'ai pas plus poussé l'observation, je me suis arrêté au deck que tu m'as filé à un moment précis et en plus tu m'as filé un deck qui ressemblait à ce que je joue d'habitude. Du coup, j'étais en mode: je le connais». Donc I know what donc to do. voilà. Exactement, c'est: «Tu as 20 points de vie? D'accord, je sais ce qu'il me reste à faire». Voilà. Voilà, donc je suis là pour que tu m'expliques, que tu me présentes et que les gens, du coup, puissent profiter de cette présentation pour être convaincus et ensuite aller chez Uchrony acheter tout ce qui lui reste de Grand Archive, s'il lui reste des trucs. C'est-à-dire, des Ouais, starter decks. mmh, mmh. Il y a pas C'est ce qu'il faut énormément pour de commencer produits. un starter deck. C'est vrai, Eh, c'est vrai. C'est vrai que c'est ce qu'il faut pour démarrer. OK. Du coup donc, aujourd'hui, bon comme, vous voyez, comme j'ai dit, on va parler de Grand Archive. Grand Archive du coup, c'est pour le petit contexte de ce qu'est le jeu, c'est un TCG qui vient de Nouvelle-Zélande. Tiens, tiens, pour tous nos amis, oh, de Flesh and Blood, encore? ça ouah, encore. Ouah, Qui est designé par la boîte Whips of the Shore, ce qui est moi la j'adore, hein. petite anecdote cerise sur le gâteau de pourquoi ce jeu est bien, hein, vraiment. Wizard of Mais the Coast, Whips of the c'est Shore, ça. on aime. Mais je pense que les gens se rendent pas compte à quel point, nommer sa boîte de TCG Weebs of the Shore, c'est une pure ref au truc de connoisseur de TCG, de savoir que Ouais. Wizard of the Coast, ils sont à l'origine de la majorité des TCG Mmh. et j'aime bien l'autodérision dont ils font Ouais. preuve à s'appeler eux-mêmes Weebs of Ouais. the Shore. Ce qui fait que moi j'ai aucun scrupule à appeler ce jeu un gros jeu de Weebos et ça me Mais fait très oui! plaisir. Mais oui! Et on verra quand on verra l'artwork des cartes qu'effectivement, c'est vraiment anime style. Mmh. Mais du coup, donc c'est un jeu qui a maintenant 1 an et demi à peu près. Qui a sorti il y a 1 mois environ sa 5e extension. Les extensions sur le jeu, elles fonctionnent, il y a un gros bloc qui amène souvent des nouveaux héros, beaucoup de nouvelles cartes, des choses pour, les héros en priorité et ensuite tu as un supplemental set avec un peu moins de cartes, des boîtes en général un peu plus petites avec, 20 boosters au lieu de 24, des boosters un peu plus petits et où il y a vraiment du support direct pour l'extension qui vient d'arriver et du coup, c'est des cycles comme ça qui tournent. Du coup, là, on est au 3e cycle
et ça permet d'avoir une rotation sur les trucs qui ont du support, donc c'est assez cool. Et on aura la sixième qui arrive en mars prochain. Du coup, vous avez le temps de vous préparer si ma présentation vous convainc, vous avez le temps de vous mettre au jeu avant que l'extension arrive et ça, c'est génial. Hem, donc voilà un peu pour, d'où vient le jeu et où il en est. Et du coup donc, Grand Archive, c'est un jeu où, bah, le but tout simplement, ça va être de réduire les points de vie de l'adversaire à zéro, mais petit twist, pas tout à fait en réalité, puisque, ça va fonctionner non pas par des pertes de points de vie et des dégâts, qui réduisent les HP de notre adversaire, comme ça peut être le cas sur Flesh and Blood par exemple, mais ça va être sur on va infliger des, marqueurs dégâts à notre adversaire et lorsque les marqueurs dégâts sont au même nombre que les HP de notre adversaire, il perd. Pourquoi c'est important? Parce que le héros qu'on va, jouer sur, Grand Archive, va pouvoir, level up au fur et à mesure de la partie et donc on va se retrouver dans un spot où en fait on va augmenter notre pool de HP, max pendant la partie et du coup c'est beaucoup plus simple de traquer ça en: «OK, bah, tu as pris 3 dégâts» ou «Tu as pris 10 dégâts» et comme ça il y a juste à regarder si le nombre de dégâts qui a été pris est le même nombre ou plus grand que le nombre de points de vie max, plutôt que de dire: «Ah bah, il te reste 18 points de vie. Ah non mais attends parce qu'en fait ça c'était quand tu avais 20 points de vie, mais maintenant tu en as 28 donc en fait il te reste» et c'est juste un peu plus de calcul et du coup, plutôt que de traquer les points de vie restants, comme ça va changer et ça va bouger, on traque les points de vie qui ont déjà enfin les dégâts qui ont déjà été infligés. Et du coup, donc je vous disais, on incarne un héros. Ça, c'est comme, sur Flesh and Blood, puisque, notre héros, il va avoir une classe, il va avoir un élément, ce qui pourrait s'apparenter un petit peu au talent et donc merci Nightcrash qui nous met ça à l'écran, superbe. Là, on a l'exemple du coup d'un héros niveau 1, niveau 2 et niveau 3 puisque la plupart des héros dans le jeu à l'heure actuelle ont, ce qu'on appelle un lineage, c'est-à-dire qu'il y a le héros qui existe au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3 et on va pouvoir tout au long de la partie level up, pour ce héros pour gagner des nouvelles capacités, avoir plus de points de vie et potentiellement au niveau 3, mais on reviendra là-dessus un peu plus tard, débloquer un nouvel élément. Du coup, donc les héros, comme on les voit là, ils ont donc le niveau en haut à gauche, avec une petite bulle qu'on voit pas forcément super bien à l'écran, mais qui correspond au coût qu'ils vont nous demander pour les jouer. Ça, pareil, on va revenir un petit peu après, mais on fait juste pour l'instant l'analyse de la carte. Ils ont les points de vie en bas à droite. Donc ça, c'est très similaire à la plupart des jeux, hein. C'est un modèle de carte qui devrait pas perdre grand monde. Le nom en haut, les capacités sur la textbox du héros et son type de carte avec sa classe au milieu sous l'image. Donc ici, on a un champion qui est warrior, donc guerrier, et qui est un humain. À l'heure actuelle, tous les champions sont humains, donc ça, c'est commun. Et la classe va potentiellement changer. Et en haut à droite, enfin, on a l'élément du champion. Donc l'élément norme, c'est en gros, pour les gens qui auraient joué à Hearthstone ou pour les gens qui jouent à Flesh and Blood, c'est les génériques. Donc c'est vraiment les trucs que tout le monde va pouvoir jouer. Et l'élément Crux, ici, c'est un des éléments avancés du jeu. Donc pareil, comme je vous ai dit, on reviendra là-dessus plus tard. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en haut à droite de notre héros, on a son élément. Du Euh, coup du Vas-y. coup, ce qui détermine les cartes que tu as le droit de jouer dans ton deck, c'est l'élément de ton héros et sa classe? Ou est-ce que t'as pas vraiment de contraintes et c'est plus genre Alors, des notions de gameplay? un peu des 2, un peu des 2. Mmh. Et on va revenir là-dessus en montrant, les esprits de base puisque, du coup, donc dans le jeu, en fait, on va commencer avec un esprit, donc qui peut être un esprit de feu, d'eau ou, de vent, comme on a à l'écran ici. Les esprits, ils ont tous, en tout cas à l'heure actuelle, 15 points de vie. C'est possible qu'un jour ils en fassent, qui changent un petit peu et ils ont un effet qui dit quand ils arrivent en jeu, on pioche cette carte. Puisque c'est un des tricks de ce jeu, vous avez ce qu'on appelle un matériel deck, dans lequel il va y avoir votre héros ainsi que des équipements et des choses que vous allez pouvoir utiliser. Et vous avez votre deck de base. Donc ça, c'est assez proche de Flesh and Blood en termes de construction. Vous avez des choses avec lesquelles vous démarrez d'un côté séparé et dans lesquelles vous allez pouvoir piocher sans avoir besoin de les piocher, c'est le même terme, mais dans lequel du coup ça va pas être variancé puisque ça va pas être aléatoire. Vous allez pouvoir prendre ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin.
et vous avez votre deck de cartes qui vont être les cartes que vous allez jouer. Et là, du coup, c'est ce qui va constituer votre main, dans lequel vous allez piocher à chaque tour, etc. Ce qui est intéressant, du coup, c'est que dans les règles du jeu, lorsqu'on commence une partie, vous ne piochez pas de cartes. Contrairement à Flesh and Blood, contrairement à Magic, contrairement à Yu-Gi-Oh!, contrairement à tous les jeux de cartes, vous ne piochez pas. Ce qui signifie que lorsque vous allez faire votre première partie de Grand Archive, ça va être super marrant, vous allez voir. Oui. Votre adversaire va commencer à jouer, et il va jouer un tour entier sans que vous n'ayez aucune capacité de réponse, puisque vous n'aurez aucune carte en main. Et c'est bizarre au départ, mais en vrai, on s'y fait. Puisque du coup, c'est votre esprit qui est la première carte que vous allez jouer en fait quand ça va être votre premier tour de jeu. Donc imaginons qu'on fasse une partie avec Hugo. Si c'est Hugo qui commence, il va jouer son esprit. Il va du coup résoudre l'effet d'entrée en jeu de l'esprit pour piocher cette carte. Et donc là, il va créer sa première main en fait, qui va être composée des 7 cartes du dessus de son deck. Et il va pouvoir commencer à jouer. Moi, de mon côté, du coup, je n'aurais pas encore joué mon premier tour, donc je n'aurais pas encore posé mon esprit, et du coup, je n'aurais pas de carte en main. Quand Hugo va terminer son tour, je vais à mon tour poser mon esprit, piocher mes 7 cartes, et contrairement au premier joueur, moi, je ne vais pas skip ma draw phase, et donc je vais piocher une carte de plus, et c'est comme ça qu'on contrebalance un peu le fait d'être premier et deuxième. Puisque du coup, on a on a une phase de pioche dans le jeu, et on la skip quand on est premier. Euh, et donc, ça, c'est un des trucs qui est un peu particulier quand on commence, c'est que du coup, on va regarder la personne faire son premier tour, et après, on va commencer le nôtre. Euh, Quand du coup, ça va être à vous de jouer, si vous souhaitez jouer des cartes, il va falloir payer leur coût, puisque c'est un système de ressources comme dans beaucoup de jeux. Et du coup, Night Crash, si tu peux me montrer les alliés. Comme ça, on va voir. Voilà. Du coup, alors là, pour l'instant, on s'en fiche un peu des statistiques et tout ça. Ce qu'on va regarder, c'est en haut à gauche. Ça va être le coût de la carte. Alors, vous remarquez, si vous avez fait attention aux petits coups qu'il y avait sous les héros qu'on a vus tout à l'heure, que les héros, ils avaient un petit coup qui était dans une bulle bleue. Là, ici, on a un coup qui est dans une bulle jaune. Parce que c'est pas les mêmes coups. En fait, là, c'est le de ces cartes, c'est des cartes de main deck. Donc en fait, c'est des cartes qui vont être dans notre main et qu'on va jouer depuis notre main et qui vont soit rester sur le terrain si c'est des créatures, soit se résoudre et partir au cimetière après si c'est des spells. Et, euh, et du coup, c'est des choses qu'il va falloir payer avec des ressources. Pour payer ces ressources, et c'est là où on a un autre gros pan du jeu qui diffère beaucoup de ce qui existe actuellement dans les jeux les plus connus de cartes, mais qui d'une certaine manière ressemble un petit peu à Flesh and Blood, c'est que pour jouer une carte, vous allez devoir utiliser d'autres cartes de votre main et les placer face cachée devant vous dans ce qu'on va appeler votre zone de memory. Si vous jouez une carte qui coûte 3, vous allez devoir placer 3 cartes dans votre zone de memory. Ok. Cette zone de memory, en fait, les cartes, elles vont fonctionner d'une manière un petit peu particulière, puisque quand vous avez posé des cartes, vous avez payé le coût de votre carte, donc votre carte, vous la jouez, vous la résolvez, c'est super. Ces cartes-là, ça fonctionne pas comme pourraient fonctionner des terrains à Magic, par exemple, ou du mana à Altered ou à Star Wars. C'est pas des cartes qui vont que vous pouvez re-engager pendant le tour pour refaire du mana. Une fois qu'elles ont été posées, elles ont généré leurs ressources, elles n'en génèrent plus. Mais là, vous me dites, mais du coup, on s'épuise tout de suite, on joue 2 cartes et puis après, on n'a plus rien à jouer. Sauf que ces cartes dans votre memory, au début de votre tour suivant, vous allez les récupérer dans votre main. Ce qui signifie que vous allez en permanence jouer à la fois d'une certaine manière à full power, puisque c'est le nombre de cartes dans votre main qui va définir. Et du coup, si au premier tour vous avez un truc qui coûte 6, bah, vous avez totalement le droit de le jouer. Vous n'avez pas une augmentation de mana relative au nombre de tours comme il peut y avoir sur Magic, sur Altered ou sur Star Wars. Et en même temps, du coup, quand vous commencez à jouer une carte, pour le reste du tour, bah, vous utilisez quand même un nombre de ressources et du coup, vous avez par tour un nombre de ressources limité. Et ce nombre n'augmente presque jamais. Alors il peut augmenter si vous piochez plein de cartes, évidemment, parce que si vous commencez avec cette carte en main et qu'à un moment vous en avez 12, bah, quand vous avez 12 cartes, vous pouvez payer plus de choses, évidemment.
mais dans l'absolu, il y a pas ce même, système de scaling qu'il peut y avoir sur, encore une fois, Magic, Altered ou Star Wars, où au premier tour, vous avez 2, 3 manas, pour Altered et Star Wars, puis, après vous en avez 3, puis 4, puis 5, puis 6. Puis en fait, arrive un moment où vous en avez 12 si la partie dure. Là, en fait, ça reste constant dans le fait que vous n'avez pas de mana, qui reste en jeu, et donc vous n'avez pas de système de rampe en fait, donc c'est un peu particulier et ça va vraiment vous demander à chaque tour, ce qui est d'une certaine manière assez proche de Flesh and Blood et c'est aussi pour ça que j'aime bien ce jeu et que j'adore Flesh and Blood. Ça va vous demander à chaque fois de faire un choix parce que du coup, une carte que vous jouez, c'est une carte que vous avez pu pour poser en memory et mettre en ressource. Et à l'inverse, si vous choisissez une de vos cartes pour la mettre en memory pour ce tour, même si vous allez la récupérer plus tard, c'est pas une carte que vous allez pouvoir jouer sur ce tour. Donc vous allez toujours faire un choix parce que vos cartes sont assez flexibles. Et en fait, toutes les cartes sont utilisables en ressources. Et ce qui est encore une fois une des manières de répondre aux problèmes de terrain de Magic, hein, comme ont essayé plein de jeux. Et du coup, je trouve que c'est assez bien fait parce que du coup, vous avez tout ce système en fait où euh, c'est très dur de briques dans le jeu en réalité parce que bah, vos cartes elles vont tout le temps pouvoir servir à deux choses et du coup, va falloir en permanence faire le choix de ok, laquelle je mets à quel endroit et laquelle j'utilise pour quelle raison. Moi, c'est un truc que j'avais trouvé ultra fluide quand j'avais joué. Mm, C'était vraiment ce truc de se dire, t'as virtuellement mana infini, et en même ouais. temps, t'as pas vraiment mana infini. Mm, Et du coup, c'est c'est un équilibre qui est un peu particulier, mais il a un peu ce petit truc, cette espèce de petite étincelle où, quand on te l'explique, t'es en mode, c'est un peu bizarre, je vois pas exactement ce que ça produit. Et en fait, quand mm, tu joues des cartes et quand tu te rends compte, par exemple, que quand tu es un deck agressif, tu vas vouloir jouer des petites créatures au début de la partie et puis finir par des blasts qui ciblent directement ton adversaire. Bah, en fait, au début de la partie, tu vas mettre tes blasts en mana mm, pour jouer tes créatures. Et puis, quand à la fin, tes créatures, elles passent plus parce que ton adversaire, il a trop de créatures, bah, du coup, tu utilises tes créatures pour payer tes blasts. mm. Et cet équilibre, cette fluidité que tu retrouves, je trouve qu'en effet, elle ressemble pas mal à Flesh and Blood. Parce Ouais. que il y a une notion de card advantage. Parce que, effectivement, plus tu pioches de cartes, plus tu as de possibilités en réalité, plus que vraiment de capacité à faire des choses ou quoi. Mais plus tu as d'options en fait. Et Mm. du coup, il y a quand même toujours ce truc où tu commences ta partie avec 7 cartes. Tu vas monter à 8 à certains moments parce que tu pioches une carte en plus. Mais tu vas rarement, tu vas rarement avoir des chiffres ultra élevés en fait. Alors, Non mais ce que je veux dire, c'est que pour avoir des chiffres ultra élevés, il faut bosser quand même, tu vois. oui, mais le deck que je joue en ce moment, en général, je fais mes games à 12, 13 cartes en main. Euh, mais c'est un petit peu D'accord. particulier. C'est un petit peu particulier. Et ce qu'il faut retenir aussi, par exemple, dans le cas d'un deck aggro, comme tu l'expliquais, c'est que les créatures que tu vas jouer, en fait, les cartes avec lesquelles tu payes ta créature, elles reviennent en main, mais ta créature, si elle se fait gérer, elle est partie. Et en fait, du coup, Oui. toutes les Pas cartes comme que les tu blasts que joues, tu joues, ils s'en vont, quoi. bien sûr, Oui, mais oui. ce que je veux dire, c'est dans le sens où toutes les cartes que tu joues, c'est virtuellement un mana que tu perds. Oui. Et ça rend le truc très intéressant aussi. Et ça crée un système de ressources management qui est hyper particulier. Surtout que à ça va venir s'ajouter quelque chose d'autre. Puisque du coup, pour ça, je vais avoir besoin, s'il te plaît, des cartes de Regalia, s'il te plaît, Night Crash. J'ai eu un peu du mal à y retrouver. Et du coup, donc là, vous voyez qu'il y a à nouveau sur le coin gauche des cartes, euh, le symbole de coup, il est sur un fond bleu, sur une bulle bleue. Ce qui signifie que ça, ce n'est pas des cartes de main deck, c'est des cartes qu'on va appeler de matériel deck, c'est-à-dire le même endroit que là où il y aura votre champion. Euh, En gros, vous avez un deck de 60 cartes minimum, qui sont du coup les cartes que vous allez jouer et dans lesquelles vous allez piocher. Et vous avez un deck de 12 cartes maximum. Vous pouvez avoir moins, mais c'est pas recommandé. 12 cartes maximum. Et ces 12 cartes, en fait, c'est un deck dans lequel, une fois par tour, au début de votre tour, vous allez si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire, pardon, c'est pas obligatoire, c'est souhaité, mais c'est pas obligatoire. Si vous le souhaitez, vous allez prendre une des cartes de ce matériel deck et la jouer. Ce qui signifie que, en fait, c'est une carte.
selon ce que vous avez dans votre matériel deck, vous allez du coup pouvoir, comme je vous disais, choisir un peu à n'importe quel moment la bonne option. Un peu comme commencer la partie avec un équipement sur Flesh and Blood. Mais vous allez pouvoir en jouer qu'une par tour. Ces cartes, elles vont avoir différents effets. Ça va être piocher une carte, ça va être une arme avec laquelle vous allez pouvoir attaquer, ça va être quelque chose qui vous protège de dégâts. Il va y avoir plein de choses, et ça, on va pas rentrer dans les détails de ce qu'il y a, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un peu des artefacts. C'est des items, en fait, que vous allez chercher et qui vont vous aider à répondre à des situations de jeu. Et soit à être réactif, soit à être proactif et avancer votre plan de jeu. Et du coup, Hem, dans ce ouais, deck-là de matériel, tu peux retrouver les esprits que tu es censé révéler au début de la partie. tu es obligé d'avoir un Tu es esprit. obligé d'en C'est la avoir un. seule OK, c'est la seule chose qui est, heu, enfin, en dehors de 12 cartes maximum et de 60 cartes minimum dans ton OK. deck et de 4 cartes maximum par playset, dans ton main deck. Avoir un esprit de base, c'est la seule restriction qu'il y a en termes de deck building, et j'insiste Et là-dessus. du coup, tu as virtuellement 13 cartes dans ton deck de matériel puisque tu en as Non, 12 plus un esprit en gros. non, ton esprit fait Non, partie des oui. 12. Ah Donc tu donc tu en as as que 11 11. cartes? Oh, Tu en OK. as 11. Je suppose que tu n'as qu'un esprit par partie? Enfin genre tu vas Oui, jouer qu'un esprit? Parce que oui. du coup l'esprit, Tu détermine ce que pourrais tu as en le droit de avoir jouer dans ton 2, deck? mais voilà, tu pourrais en avoir 2, mais effectivement, tu ne vas avoir qu'un esprit. Puisque, heu, donc dans ce matériel-là, vous allez avoir vos items, vous allez avoir obligatoirement votre esprit et vous allez avoir potentiellement un lineage, de champion. Encore une fois, c'est pas obligatoire d'avoir un champion de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Simplement, si vous avez un champion de niveau 3, en général, vous allez vouloir avoir un champion de niveau 2 et de niveau 1, puisque vous ne pouvez jouer un champion d'un niveau supérieur que sur le champion directement, avant. Vous ne pouvez pas matérialiser un champion de niveau 3 sur votre niveau 0. Il faut le matérialiser sur votre niveau 2. Donc si vous voulez jouer un champion niveau 3, ce qui a beaucoup d'avantages, vous allez être obligé d'avoir d'abord joué le niveau 2 et avant ça, d'avoir joué le niveau 1. OK. Avant de revenir un petit peu sur ça et ce que ça implique, on va revenir sur les spirits de base, puisque du coup, je vous disais que c'est la seule restriction qu'il y a en termes de deck building, c'est d'avoir un esprit de base dans votre matériel deck. Tu l'as très bien deviné, Hugo, l'esprit de base, en fait, il a un élément qui est donc, comme je vous disais tout à l'heure, feu, eau ou vent, et l'élément de votre esprit va globalement déterminer ce que vous allez jouer. Puisque dans Grand Archive, il y a en gros l'élément norme, qui est donc l'élément générique qui est par défaut autorisé pour tout le monde, même sur un champion de base qui est d'éléments feu, vent ou eau. Et vous avez également les trois éléments de base donc qu'on vient de citer. Pour jouer une carte d'un élément, il faut obligatoirement que votre champion soit de cet élément. Ce qui signifie que si à votre premier tour de jeu vous matérialisez un champion, un spirit pardon, fire, vous allez avoir le droit de jouer des cartes fire et des cartes normes. Par contre, vous n'avez pas le droit de jouer des cartes water, Mmh. puisque vous n'êtes pas water. À noter que si vous passez niveau 1, je sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure quand il y avait le lineage de Lorraine, les champions de niveau 1 et 2, à part quelques-uns, mais c'est des cas à part dont on parlera pas dans cette vidéo, les champions niveau 1 et 2 sont Norm Element. Et donc là, vous vous dites, mais du coup, je peux plus jouer de carte Fire si je mets mon champion niveau 1. Si, parce que votre esprit de base, c'est pas rappelé sur ceux-là, mais c'est rappelé sur ceux du tout début du jeu. En fait, ils ont ce qu'on appelle un inherited effect, c'est-à-dire un effet que vous allez donner à l'intégralité de votre lineage de champion, qui dit vous avez le droit de jouer des cartes Fire. Donc même si le Ça veut dire champion le que plus au-dessus n'est plus feu, si en dessous vous avez un champion qui est feu, vous avez toujours le droit de jouer du feu. donc ça En veut gros. dire que par exemple avec le héros que tu as montré là, Lorraine, Ouais, théoriquement il peut exister 3 versions de ce deck. Un Lorraine oui, Fire, un Lorraine Water, un Lorraine Wind. OK. exactement. Exactement. Donc ça, c'est une restriction, alors qui, contrairement à ce qu'il pourrait y avoir dans Flesh and Blood, par exemple, où si votre héros il est pas draconique, vous n'avez pas le droit de lister des cartes draconiques sur votre decklist. Par contre, là, si vous jouez un héros feu, un Spirit of Fire, vous avez le droit de jouer des cartes water.
Ça peut être intéressant pour certains scénarios très spécifiques. Encore une fois, je reviendrai sur Ouais, c'est probablement des des oui, mais c'est prochaines des mécaniques vidéos, de deck building, tu pas enfin, mais c'est ça. tu Ce tu qu'il faut tu iras retenir, dessus, ouais. c'est ça. Mais ce qui est important, c'est que vous n'avez pas de restriction en termes de deck building. Par contre, pour pouvoir jouer une carte d'un élément, il faut que votre champion soit de cet élément. OK? C'est marrant parce que c'est à la fois cool parce que ça te donne plein de flexibilité et en même temps, je trouve ça plus difficile à appréhender parce que c'est moins évident. Tu sais, ça Oui. paraît pas ultra cohérent de savoir que, heu, genre, tu sais, de regarder une liste un moment et de voir que le mec il joue des cartes water et puis tu sais, tu regardes la liste et tu es en mode: Mmh. «Mais il est toujours Bah, fire? Pourquoi il a des putains de moi cartes water?» genre? moi, il y a pas longtemps, j'ai regardé une liste, petite side note, j'ai regardé une liste il y a pas longtemps et je regarde la liste et je vois un truc dans le material deck et je fais: «Putain, mais c'est un bouffe le mec!» Genre, il y a aucune raison que ce soit là et du coup, j'ai demandé sur le Discord et on m'a dit: «C'est pour ce cas spécifique» et j'étais en mode: «Ah» et en vrai, le cas spécifique Oh! fait énormément de sens parce qu'il va en voir genre dans au moins 30 de ses games probablement, mais j'étais en mode: «Ah, je l'avais raté, je l'avais pas» et donc c'est marrant parce qu'en fait, ça autorise des interactions ou des spécificités en termes de card design et de deck building, qui ne seraient pas possibles si c'était strictement tu ne peux pas mettre de cartes, feu si ton héros est pas feu. OK. Du Et donc coup c'est assez cool. du coup, si on résume, dans ton tu as 2 decks, tu as ton Ouais, matériel deck avec un esprit, tu peux avoir exactement. des héros qui font qui sont d'une lignée, mais du coup, Ouais. quand tu mets un héros, genre, si par exemple, j'ai un deck feu, tu vois? Mmh. Et il y a, des match-up où je vais être ultra aggro Ouais. et j'ai un héros. Est-ce que, genre, je peux mettre un autre héros dans mon deck et genre juste swap d'une partie à l'autre et faire un peu ma vie? Oui, complètement. Il y a aucune restriction. Comme j'ai dit, la seule vraie restriction de deck building, c'est que tu dois avoir un spirit. Tu peux, par exemple, alors là, on voit le lineage de Lorraine. Il y a une liste qui était top méta pendant très longtemps, qui jouait littéralement 2 lineage de héros dans son matériel deck et qui, selon les match-up, allait sur l'un ou l'autre. Et du coup, il y avait beaucoup de héros dans le matériel deck, donc ça prenait la place d'items, mais ça lui permettait une énorme flexibilité qui rendait ça viable. Et donc, tu n'as aucune obligation. La seule chose, c'est que, en règle générale, les héros à partir du niveau 2 ont ce qu'on appelle un lineage, et là, vous le voyez sur la Lorraine niveau 2, par exemple, à l'écran, ça indique que vous ne pouvez level up sur Lorraine 2 que si vous êtes Lorraine 1. Et donc, vous ne pouvez pas dire: «Ah bah, je prends un autre truc qui m'aiderait un peu plus dans le match-up et après je reviens sur Lorraine». En fait, à partir du niveau 1, souvent, vous êtes commit sur un lineage, mais vous pouvez en avoir 2 dans votre matériel deck et selon ce que l'adversaire fait, dire: «Bah, je pars plutôt sur celui-là ou plutôt sur celui-là», selon voilà. OK, OK. Ça, c'est Et du coup, totalement possible. comment tu fais pour les jouer, tes héros? Justement, Enfin tes champions? c'était un de mes points d'après. Pour jouer un héros ou jouer, une carte de matériel deck, comme on les montrait tout à l'heure et comme, Knight les a remis à l'écran. Donc je vous disais, c'est un truc que vous allez faire au début de votre tour. On va avoir un petit organigramme à un moment qui va rappeler les phases du tour et je ferai je rappellerai, comment ça se passe, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ça, vous le faites au début de votre tour et si la carte, elle coûte 0, donc par exemple, votre esprit ou ce Grand Crusader Ring ou cette Sword of Seeking, super, juste vous la posez, trop bien, on est bon. Si elle coûte 1 ou plus, jusqu'à, en général 3 par exemple, dans le cas d'un champion de niveau 3, pour la jouer, il va falloir bannir au hasard depuis votre zone de memory. Donc je rappelle, du coup, dans la zone où vous avez mis des cartes pendant le tour précédent pour jouer d'autres cartes de votre main. Et du coup, vous allez bannir le nombre de cartes correspondantes depuis cette zone de memory au hasard. Ce qui signifie que, 1, si vous voulez le level up, il va falloir jouer des cartes. Ça paraît bête comme ça, mais c'est hyper important parce que sinon vous aurez rien à bannir et vous ne pourrez pas, du coup, payer le coût de votre héros niveau 1, 2, 3. Ce qui signifie aussi que lorsque vous jouez des cartes qu'on appelle des cartes du matériel deck, donc des champions ou des régalias, qui ont un coût de 1 ou plus, vous perdez autant de cartes de votre main, qui sont donc votre main et vos plays, mais aussi votre mana, d'une certaine manière, comme on a vu avant avec le système de ressources. Donc en général, il faut que ça vaille le coup. Ça va être en général des cartes qui sont plus fortes, plus intéressantes, qui vont améliorer beaucoup votre capacité à suivre votre gameplay.
et du coup, ça fait sens de le faire, mais c'est au détriment d'une carte, de votre main. C'est comme si vous disiez: «Bah, je remets une carte, dans mon deck, hop, je remélange et voilà». Sauf que là, vous la bannissez et donc vous la retrouvez jamais. Hem Et du coup, donc, il y a cet aspect, heu, assez intéressant en termes de gestion de ressources, de quand est-ce que vous voulez utiliser ces cartes-là pour, jouer quelque chose qui vous demande de bannir. Notamment, en général, ça va être surtout les champions. La plupart des items qui sont joués coûtent 0. Il y en a quelques-uns comme, j'ai mis là qui coûtent 1, mais en général, ça va être les champions qui vont vous demander de bannir des cartes. Et du coup, bah, par exemple, les decks qui veulent aller sur leur champion niveau 3, ils vont en général perdre beaucoup de cartes de, ils vont perdre beaucoup de cartes de leur, memory et donc de cartes en main, virtuellement. Puisque Oui, parce que du coup, vous faites ça théoriquement, avant de récupérer les cartes. monter niveau 3, ça te coûte 6 cartes, parce que chaque niveau te coûte autant de cartes que le niveau. Genre un, 2 plus Exactement, 3, donc 6. Sauf exactement. que théoriquement, tu peux monter niveau 3 dès le troisième tour, du coup. Oui, puisque Tu as réussi à ça jouer je assez sais de cartes et pas puis t'es. ouais, ça je sais pas si je l'ai précisé, mais en gros, votre première phase de matérialisation, c'est votre esprit. Donc vous ne matérialisez rien d'autre au premier tour. Par contre, après, à chaque tour, vous matérialisez une carte seulement pendant votre phase de matérialisation. Ce qui signifie que si vous choisissez de level up, vous ne matérialisez pas un item qui pourrait vous aider. Et à l'inverse, si vous choisissez de matérialiser un item, vous ne matérialisez pas votre champion pour level up. Donc, c'est toujours des trade-offs un petit peu. Et ça, c'est une fois par tour. Donc, ça va beaucoup changer et varier selon la stratégie de votre deck. euh, mais également, possiblement, votre main ou des situations et des scénarios de jeu. Globalement, ça va surtout être induit par la stratégie que votre deck va vouloir appliquer. Puisque les champions niveau 3, parce que là, vous vous dites peut-être pourquoi on irait sur des champions niveau 3. Les champions niveau 3, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont un élément qui est pas norme en haut à droite. C'est ce qu'on appelle un élément avancé. Tous les champions niveau 3 ont un élément avancé. À l'heure actuelle, il y en a 8 si je dis pas de bêtises, parce que je crois qu'on en avait 7 et dans la dernière extension, il y en a un huitième qui est apparu. Et en fait, il y a tout un tas de cartes de matériel et de main deck qui vont être de cet élément. Si on regarde par exemple sur les alliés Night Crash, celle du milieu qui s'appelle Ghost of Pendragon, c'est un allié qui est de l'élément Crux, donc qui est l'élément de Lorraine qu'on a vu juste avant. Et bah du coup, on le rappelle, si vous voulez jouer une carte, il faut que l'élément de la carte matche l'élément de votre champion. Donc en fait, Ghost of Pendragon, vous n'avez pas le droit de la jouer si vous n'êtes pas un champion Crux. Donc si vous n'êtes pas niveau 3 avec Lorraine, ou il y en a un autre, mais on en parlera plus tard. Et donc, en général, vous vous doutez bien, les cartes des éléments avancés sont entre assez plus fortes et entre bien plus fortes que les cartes Mhm. pas d'un élément avancé. Typiquement, j'adore faire cette comparaison, un allié, donc une créature, dans le jeu, les stats moyennes, c'est 3 de coups pour 2 d'attaque, 3 de défense, enfin 3 de points de vie, pardon, et une, souvent une petite capacité un peu qui se coule, un peu sympa. Ghost of Pendragon, qui est donc une créature d'éléments avancés, coûte 2 et pas 3, est une 3-4 et pas une 2-3, et dit on enter, vous faites un truc que vous pouvez toujours faire et qui coûte pas grand chose, c'est-à-dire renvoyer un de vos items dans votre matériel deck pour pouvoir le rejouer plus tard, trop bien. Vous piochez 2 cartes. Voilà. Oui, ça a Euh, l'air quand même d'avoir un peu plus de texte, hein. Et puis on rappelle que piocher des cartes la dans, carte est très dans ce forte. jeu, comme dans n'importe quel C'est rampe. TCG, c'est très fort. Mais Et là, là, c'est rampe. mais là, mais là, ça veut dire que tu pioches, mais donc les cartes que tu as piochées, c'est autant du mana que tu vas utiliser pour jouer Mm. d'autres cartes, que des cartes que tu peux jouer avec le reste de ta main. Ouais. Et ça, en vrai, ça, tu vois, c'est un truc que j'avais bien aimé quand j'avais joué. Piocher Mm. des cartes, c'est encore plus fort que dans d'autres jeux. Genre, à Oui. Fab, c'est fort de piocher des cartes. Parce que ça veut dire que tu as une carte de plus que ton adversaire pendant un cycle où il est censé en avoir 4 et toi aussi. Dans les TCG comme Magic, ou Yu-Gi-Oh! Ou Altered, enfin, comme il y a une notion de snowball, puisque les ressources que tu as dépensées un tour sont censées être conservées pour le tour d'après, etc., etc. Piocher des cartes, c'est très fort parce que ça donne plus de Mm. ressources et plus d'opportunités. Mais là, dans ce jeu, c'est
encore plus C'est encore autre énervé que chose. genre, Ouais, tu peux lander une carte de plus ou tu as peut-être une carte à jouer. C'est la carte, elle est dans ta main et elle va faire des hop, des allers-retours comme ouais. ça là, avec ta zone de mana, juste parce que tu la joues parce qu'elle est forte. Ouais. Mais donc voilà, donc ça c'est juste un petit comparatif, sans trop rentrer dans le détail de toutes les cartes, hein, parce que ça j'aurai l'occasion de le faire dans plein d'autres vidéos. Mais voilà, du coup c'est juste pour comprendre que on perd des cartes pour aller à notre niveau 3, mais en général c'est parce qu'il y a un gros payoff entre le texte de la carte, le fait qu'on a plus d'HP et que donc on meurt moins vite, et le fait que ça nous donne accès à l'élément avancé de notre deck, qui en général si on veut aller niveau 3, c'est qu'on a mis dans notre main deck des cartes de l'élément avancé qui ont une raison d'être là parce qu'elles sont très fortes. Hem, du coup, voilà. Je veux bien, Nate, que tu mettes le turn structure, parce que je crois que c'est un des trucs qui reste un petit peu en gros pour comprendre. J'ai pas encore parlé non plus de comment se passent les combats, et je vais le faire pendant qu'on va parler des turn structure. Je sais pas si toi, Hugo, tu avais d'autres questions, déjà ou d'autres trucs qui Regarde, t'interpellent que j'aurais est-ce que peut-être pas parce dit? que tu parlé de ce qu'on pouvait avoir dans son deck de matériel, avec Ouais. des champions, ton spirit et des items, genre des sortes Mmh. d'artefacts qui ont des effets quand tu les joues. Mais du coup, il n'existe que des alliés dans le jeu? Dans ton main deck, genre? Il y a que Non, des pardon, alliés ou oui. tu as d'autres trucs? On a une slide en plus pour ça. Non, il y a aussi des spells. En fait, je crois que je l'ai dit à un moment que tu avais soit des alliés qui pouvaient rester sur la table, soit tu as des spells. Donc là, on a, à l'écran des spells qui s'affichent. Donc, j'ai oublié parce que je suis un énorme bouffon de mettre un spell en slow. C'est pas Non, grave. mais c'est pour ça, en Ouais, fait, je t'aide en te oui, rappelant des trucs parce que je sais que ça mais c'est existe. parfait. Du coup, Ouais, je suis en mode, peut-être qu'il faut il y que a tu un m'en parles truc. parce que c'est Hem, important, je crois. Effectivement, donc dans le jeu, vous avez plein de types de cartes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, il y a 3 trucs importants. Enfin, dans votre main deck, je parle. Dans votre matériel deck, vous avez les items et les champions. Dans votre main deck, vous avez des spells, donc des cartes qui, comme dans tous les jeux, en fait, vont être des cartes que vous allez jouer, qui vont avoir un effet qui va résoudre et qui vont aller au cimetière. OK? Vous avez les créatures, qui du coup ici s'appellent des allies, et qui donc sont ce qui va rester sur votre board, pouvoir attaquer, pouvoir éventuellement activer des effets, des capacités, et être là et chill. OK? Et vous avez également des permanents. Alors les permanents, il y en a, 3 types si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y en a 3 types, heu et en réalité, on s'en fout un peu. Enfin, les 3 types, ils sont importants pour certaines interactions de cartes, mais en gros, c'est la même chose, c'est vous allez jouer un truc, il va rester sur la table et soit il a un effet passif, soit il a un effet quand il arrive, mais voilà, en gros, c'est En gros, c'est pas un je pose allié, mon mais ça truc et reste en voilà. jeu, quoi. Ça a pas de stat, d'attaque et de défense, enfin de points de vie, donc ça ne peut pas attaquer et ça ne peut pas être attaqué, mais ça peut être target par des trucs. Et du coup, en fait, ça va rester on board, mais ça va pas interagir avec le combat. Voilà. OK. Donc ça, c'est les 3 types, importants. Sachant que les plus importants et qu'on retrouve dans la majorité des decks, c'est les allies et les spells, évidemment. Les cartes ont, ça, pour ceux qui ont joué à Flèche ou à Magic, ça va être pareil pour tout le monde. Les cartes, elles ont une speed slow, qui donc veut dire que vous ne pouvez les activer que pendant votre tour, quand il y a rien sur la pile et que, vraiment genre, hop, je fais une action et puis après on voit si des gens répondent. Et les cartes ont un timing fast également. Alors, globalement, c'est les spells qui vont être fast. Le reste, les créatures, les permanents et les spells qui ont marqué slow sont des cartes qui vont être slow. Et les seuls trucs fast, ça va être les spells. Les spells fast, c'est ceux qui ont, comme on le voit à l'écran, fast en bas à droite. Et c'est pour ça que j'ai dit que je suis un bouffon, j'en ai mis aucun avec slow. C'est pas très grave. Vous imaginez que sur Pas les grave. spells slow, il y a marqué Mais slow à la bon, place. ils font des effets Il y un a, peu plus puissants et je suppose que si tu pouvais les faire pendant le tour euh, adverse, ce serait un peu énervé. Ça dépend. Des fois, Ah, on sait pas trop pourquoi il y a slow ou fast. C'est pas grave. Je sais pas exactement pourquoi certains sont slow et certains sont fast, mais bon. Ce qu'il faut donc ça, c'est pour les timings sur lesquels on les joue. Là, à l'écran, je vous en ai mis 4 qui sont globalement parmi les plus connus et iconiques de leur élément. Je les ai mis aussi parce que j'avais un ou 2 trucs à dire sur un des trucs, mais je reviendrai, dessus après. Mais globalement, voilà, donc vous avez des spells, comme je disais, qui vont juste vous les jouer, ça se résout et ça va au cimetière. Les effets, on s'en fiche un peu de ce que ça signifie parce que, enfin, c'est comme tous les jeux de cartes, en fait, ça a un effet et l'effet, il est relevant si on connaît
le jeu de cartes, Oui, les c'est donc règles, toutes les cartes et et il tout, faut donc voilà. enfin, comme les effets des cartes et souvent les mots-clés, c'est plus une question de contexte que vraiment Mmh, de mécanique profonde. c'est ça. Enfin, en fait, les mécaniques, les subtilités du jeu, elles résident dans, comment est-ce que tu utilises tes cartes, comment est-ce que tu les agences entre elles, mais Mmh, pas tant leur texte, quoi. Enfin, après ça clairement, tu rentreras dans les détails du texte, plus tard. c'est ça. Hem, du coup, alors juste avant, parce que ça m'a rappelé pourquoi j'avais mis là certaines cartes, juste avant de passer sur, le turn structure, qui sera un peu le dernier point de comment se passe le jeu, je veux bien que tu laisses afficher ça, s'il te plaît, Nate. Pardon, si j'étais pas assez clair quand j'ai demandé. My bad. Vous vous souvenez que je vous ai dit, les champions, ils ont un élément, ils ont aussi une classe, comme dans Flesh and Blood. Mmh. Mais vous vous souvenez aussi que, contrairement à Flesh and Blood, il y a aucune restriction en termes de deck building. Ici, bon, c'est pas le meilleur panel parce que ici on a que des spells mages et un spell clérique. Ok. Euh, donc Frostbind, c'est un spell clérique, les trois autres, c'est des spells mages. Ok. Ce qui est important, les trois de droite pour l'instant on les laisse, on va regarder Fireball. Fireball, elle a un super texte avec un mot-clé en gras là, comme ça, qui dit classe bonus. Et ça dit cette carte coûte 2 de moins à activer. Donc au lieu de coûter 4, elle coûte 2. Ok. Ça signifie que lorsque vous jouez Fireball, ou lorsque vous tentez d'activer Fireball, si vous êtes, enfin votre champion est de la bonne classe, donc si vous êtes mage, vous avez le bonus indiqué. Mais vous avez 100% le droit de jouer Fireball sans être un mage. Ce Juste qui qu'elle va signifie être, la mettre dans votre clairement deck moins et bien. l'activer au moment où vous n'êtes pas mage. Euh, Pourquoi j'ai montré Fireball? Fireball, c'est une carte qui va être, pour le coup, assez moins bonne quand vous la jouez sans être mage, parce qu'elle coûte 4, c'est cher. Par contre, 2, c'est très bien, c'est un des meilleurs kills du jeu. Et si on prend tout à droite, l'exemple de Creative Shock, Creative Shock, c'est une carte qui coûte 3 et qui dit piocher 2 cartes, puis défausser une carte. Classe bonus, si vous défaussez une carte feu, vous pouvez mettre 2 dégâts à qui vous voulez. C'est moins fort et impactant que Fireball. Et du coup, typiquement, Creative Shock est joué dans 95% à 90% des listes qui jouent feu, là où Fireball ne va être joué quasiment que par les mages. Et du coup, ça Mmh. montre que selon les cartes et selon à quel endroit tu mets le class bonus, c'est intéressant parce qu'en fait, ça ouvre énormément en termes de deck building, puisque c'est pas restreint à jouer une carte de ta classe. Par contre, il y a des cartes qui vont être un peu meilleures ou bien meilleures si vous êtes du bon élément. De la bonne Et classe, pardon, pas du bon élément, de tu la as bonne aucune classe. carte qui, te est vraiment contraignante, j'aurais dit: «Vous n'avez pas le droit de jouer cette carte si vous n'êtes pas bidule». C'est que des effets supplémentaires qui te récompensent d'être du bon élément ou de la bonne classe, mais il y en a aucune qui Euh, est ultra contraignante, au- je suppose, du coup? Autant que j'y pense, oui. OK. Là, autant que j'y pense, oui. Donc, tu as vraiment beaucoup de possibilités. Alors, il y a des cartes où vraiment tu les lis et tu te dis, bah, jamais je joue ça sans être de la bonne classe. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, au-delà de se dire, je vais pas la mettre dans mon deck si je suis pas de la bonne classe, ça signifie aussi que si vous jouez la carte au niveau 0, vous n'avez pas son classe bonus. Même si dans votre Mmh. matériel deck, le héros d'après au niveau 1, c'est la bonne classe. Si vous jouez Fireball en étant niveau 0, bon, la carte pue la merde si vous le faites en plus, par rapport à son texte, mais imaginons que vous le faites, vous payez 4. Si Mmh. vous la jouez quand vous êtes niveau 1 et que vous êtes mage, vous payez 2. Mais le fait que vous voudriez être mage plus tard parce que c'est ça que vous avez dans votre deck ne change rien. Contrairement à Flesh and Blood par exemple où votre héros c'est votre classe dès le départ, ça restera aussi votre deck building évidemment, mais où c'est là dès le début. Là, si vous restez longtemps en esprit, ce qui est le cas de certaines listes, notamment des listes aggro, vous allez avoir dans votre deck tout un tas de cartes qui ont les textes classe bonus, mais qui vont pas forcément être actifs au début de la partie, parce que vous allez rester esprit. Et du coup, ça ajoute un layer aussi de quand est-ce que vous avez envie de level up, comment vous le faites, est-ce que vous le faites parce que vous avez intérêt avec certaines cartes de votre deck, est-ce que du coup ces cartes-là, vous les mettez dans votre deck ou pas parce que elles sont vraiment fortes si vous avez le classe bonus et elles le sont vraiment pas si vous l'avez pas et tout ça. Et moi, je trouve ça hyper intéressant parce que deck build, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et je trouve que dans ce jeu, il y a vraiment tellement de branches possibles
Parce que si on reprend Mmh. Lorraine, par exemple, Lorraine, alors ils sont pas forcément tous tier 1, évidemment. Mais Lorraine, à l'heure actuelle, elle a 3, 4, 5, 6 si on considère ça. Elle a genre 5 decks qui ont top des équivalents de ProQuest sur la dernière saison. Mmh. Stylé. Et je trouve ça genre tellement cool. C'est vraiment les possibilités que t'offre le jeu en termes de deck building sont vraiment assez grandes. Alors qu'en plus, je le rappelle, ça fait que 5 sets qu'on a. Et du coup, on n'a pas un énorme pool de cartes non plus. Et il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses qui sont possibles. Donc, c'est vraiment, vraiment agréable de ce point de vue-là. OK, OK. Bon, maintenant je sais ce que je mets dans mon deck, je sais comment je commence une partie, mais la question maintenant c'est comment je fais pour tuer mon adversaire? Et c'est du coup ce qu'on va regarder un petit peu à travers les phases. Et je vais parler, même si là, c'est pas très développé, je vais parler un petit peu de comment se passent les combats. Du coup, donc le tour. Alors, à savoir que les 3 premières, enfin les 4 premières phases, pardon, sont skip pour le premier tour du premier joueur et les 3 premières sont skip pour le premier tour du deuxième joueur. Ce qui signifie que à votre premier tour de jeu, il n'y a pas de wake up phase. Ça, c'est normal, vous avez rien à mettre face up. Vous n'avez pas de materialize phase puisque, en fait, par game rule, vous placez votre spirit, mais ça correspond pas à une materialize phase. C'est vraiment genre, voilà. Et vous n'avez pas de recollection phase, qui est la phase où vous récupérez les cartes de votre memory dans votre main. Euh, Et là, vous vous dites, bah c'est normal, il n'y a pas de cartes en memory. Mais le point important, c'est que comme vous pourriez jouer des cartes avant de les récupérer, parce que vous avez un timing de priorité, si vous pouviez faire ça, le fait d'être premier serait encore plus broken. Mmh. Du coup, c'est voilà. Et le fait d'être, enfin le fait d'être deuxième aussi, mais ça ajouterait trop de play pour certains decks. Et comme je vous disais tout à l'heure, le premier joueur saute sa première draw phase. Ensuite, il y a la main phase. Donc, juste pour revenir un petit peu sur les tours après les premiers tours, vous commencez votre tour par désengager tous vos trucs. Donc, c'est important parce qu'il y a des permanents, des héros, des items, des créatures qui vont s'engager pour activer leur capacité. Et aussi, quand vous attaquez avec un allié ou un champion, en coup pour attaquer, vous engagez l'unité avec laquelle vous attaquez. Donc c'est hyper important de désengager tout parce que ça vous permet de réattaquer notamment. Ensuite, du coup, comme je vous disais, vous avez la matérialisation. Donc là, c'est vous allez piocher une carte de votre matériel deck et vous allez la jouer en payant son coût éventuellement. Il y a une petite ligne de texte, on la lira plus tard, ce qui parle de Mmh. floating memory. Pas important pour le moment. Et ensuite, vous avez le moment où vous reprenez toutes les cartes de votre memory dans votre main. Et vous piochez une carte et vous avez votre main phase. La main phase, c'est comme dans Hearthstone, comme dans Flesh and Blood, vous avez le même système de jeu au sens de vous faites tout ce que vous voulez dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez attaquer, jouer une carte, réattaquer, jouer un truc, rejouer un truc, machin. C'est une grande phase complète où vous faites toutes vos actions. Vous n'avez pas de limite au nombre d'actions que vous faites. En tout cas, pas dans les règles du jeu. Vous en avez par rapport au nombre de cartes que vous avez en main, parce que vous allez plus pouvoir payer. Mais vous n'avez pas de restriction sur ah bah j'ai le droit de faire que 2 sorts ou que 3 créatures ou voilà. Donc vous allez jouer vos cartes, vous allez faire vos attaques et tout ça. Ce qui est intéressant aussi, et ce qui est un des trucs que moi j'aime bien dans le jeu, c'est que euh, vos alliés ont tous, pour ceux qui connaissent Magic, célérité. Pour ceux qui connaissent pas Magic, ça signifie que quand vous posez un truc sur la table, un allié, il peut attaquer le tour où il arrive, et il peut, si ça lui demande de s'engager, il peut aussi activer ses effets le tour où il arrive. Même Euh, même pour le tout premier joueur au tout premier tour? alors, théoriquement oui, sauf que pour attaquer, il faut une cible valide, et il n'y en a pas, Ah, puisque tu n'as pas comme posé ton esprit. Eh, eh. Mais si tu as une carte, par exemple, qui dit s'engage, pioche une carte, OK, tu peux le euh, faire, dès le début, tu quoi. pourrais théoriquement le faire au premier tour. OK, OK. De mémoire, je crois pas que ça existe, mais on s'en fout. Disons que tu peux, voilà, tu peux t'engager le tour où tu arrives et tu peux attaquer le tour où tu arrives tant que tu as une cible valide. Euh, et du coup, donc ça aide à rendre les combats et le jeu assez dynamiques. Et du coup, justement au niveau du combat,
comment ça se passe, puisque ça se passe pas enfin, je crois qu'il y a aucun jeu où ça se passe comme ça, de mémoire. En gros, vous pouvez attaquer n'importe quelle unité, donc allié ou héros, adverse. Heu, pour ce faire, vous prenez le truc avec lequel vous voulez attaquer. Là, on va dire que c'est un allié parce que c'est plus simple. Vous attaquez avec, donc vous l'engagez, vous déclarez votre cible et vous attaquez. Là, comment ça va se passer? Si vous attaquez quelque chose qui a une valeur d'attaque, pour l'instant, on va laisser de côté les champions parce qu'en général, ils en ont pas. Donc, si vous attaquez un autre allié adverse, il y a 2 scénarios possibles. L'allié adverse, il est engagé. À ce moment-là, il y a parce qu'il a attaqué au tour précédent, par exemple, OK? À ce moment-là, il y a que vous qui lui infligez vos dégâts et donc là, c'est votre puissance d'attaque qui est la stat de gauche, sur les stats en bas à droite des alliés. Vous lui OK. retirez autant de points de vie. Voilà. Donc vous faites, la petite épée et vous enlevez le total sur le petit cœur jaune, de l'allié en face. Maintenant, imaginons que l'allié en face est debout, parce qu'il n'a pas attaqué au tour d'avant, et vous décidez de l'attaquer. Il peut alors décider de s'engager aussi, et dans ce cas-là, vous vous infligez tous les 2 vos dégâts d'attaque sur vos points de vie. C'est ce qu'on appelle Comme une espèce de Retaliate, riposte. Oui, c'est et ça ça, une permet riposte. exactement de riposter et d'infliger aussi ces dégâts. À noter que les dégâts se soignent à la fin du tour. Sauf Et pour du les coup, champions, du coup. Sauf alors quand ils sauf pour tapent les un héros. champions. Oui, Oui, OK. parce que tu lui fais pas perdre des points de vie, tu lui mets des marqueurs dégâts. Hé hé. Mais oui, Oui, c'est en fait différent. les alliés c'est un peu différent. Les alliés se Ouais, ouais, heal, à la fin du tour. OK, OK. Ce qui fait que si vous voulez finir un allié, faut le finir à ce tour-là. Ça peut sinon c'est chiant. Voilà Mais du et coup, du tu coup peux donc attaquer avec ton héros? tu peux attaquer exactement, je l'ai signifié tout à l'heure. Il y a une partie des cartes de Regalia qui sont des armes, comme la Sword of Seeking au milieu, et qui vont OK. permettre à votre héros d'attaquer en utilisant soit une arme, soit une carte d'attaque. Puisque, pardon, c'est en fait c'était dans ma catégorie spell tout à l'heure, mais il y a aussi des cartes d'attaque qui permettent à votre champion d'attaquer. D'accord. Euh, Et du coup, elles ont le texte genre: «Votre champion peut attaquer et il a X Elles ont le type attaque»? attaque. En fait, elles ont le OK. type attaque et elles ont une stat. J'ai complètement oublié de mettre des attaques, c'est ma faute. Pas Vous grave. pouvez regarder dans l'index de Grand Archive si vous voulez. Mais en gros, vous allez jouer une carte d'attaque et vous allez pouvoir attaquer avec votre champion avec la valeur d'attaque indiquée sur la carte d'attaque que vous jouez. Et du coup, quand tu tapes avec ton champion, un allié adverse dégagé, il peut aussi s'engager pour te mettre une Exactement, patate? Oui, OK. exactement. C'est Qui problématique. Ce qui entraîne, des trucs assez intéressants en termes de dynamique de combat. Parce que, par exemple, un des decks aggro les plus connus dans la courte histoire du jeu, parce que le jeu est encore une fois, pas super ancien, c'est ce qu'on appelle les decks Wind Allies. En fait, c'est des decks qui visent à poser beaucoup de créatures et d'attaquer et de finir vite la partie avec des buffs et des trucs qui protègent son board. Et bah, un des match-up les plus tricky et les plus lents du jeu, c'est les miroirs d'alliés. Parce que les miroirs d'alliés, c'est le premier qui attaque, qui donne des trades favorables à son adversaire. Et du coup, c'est juste genre, tu poses des trucs et tu te regardes dans le blanc des yeux. Et en fait, t'as Tu pas attends le juste droit qu'il y en ait d'attaquer. un des 2 qui ait la ressource de moins que son adversaire et qui se retrouve Exactement. derrière et où tu peux prendre tous les trades favorables d'un coup. Mmh. Exactement. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que cette mécanique de retaliate fait que il y a plein de moments où en fait tu n'as pas envie d'attaquer dans certains match-ups parce que le fait d'attaquer te fait effectivement rentrer les dégâts, mais donne des trades trop favorables à ton adversaire après qu'il ne serait pas en mesure de prendre si tu avais la capacité de retaliate. Mais Donc, du coup, toi, est-ce que tu as des trucs qui permettent à ton adversaire de ne pas vraiment avoir le choix de ce qu'il attaque? Genre oui, d'être obligé de taper tes bouffes avant de te taper toi, par exemple? Parce que si oui. tu choisis, comme dans Hearthstone, pourquoi tu choisirais les créatures adverses si il ne veut pas les engager, si attaquer une créature dégagée, c'est te mettre en danger? Genre tu vas toujours taper la tête, en fait. Alors, oui, sauf que taper la tête, ça veut dire que tu engages tes créatures et donc lui, au tour d'après, il peut prendre les trades. Mmh. Mais en dehors au-delà de ça, je voulais pas forcément rentrer dedans parce que c'est des mots-clés et des points de carte spécifiques, mais tu as effectivement, pour Et on aller très fera une vite, autre Taunt. vidéo sur les mots-clés et les trucs comme ça. Ah, en vrai, tu as Taunt qui est très connu. Si tu as un truc avec Taunt et que ce truc est debout, l'adversaire est obligé de le cibler d'abord comme, cible d'une attaque avant de cibler autre chose.
Et là, c'est Mmh. n'importe quoi d'autre. Donc c'est ça que tu dois attaquer en priorité, au-dessus d'un autre allié ou du héros. Et si tu as un truc qui a intercept, c'est un autre mot-clé, et que encore une fois, ton truc qui a intercept est debout, il faut que ce soit debout, alors si l'adversaire déclare une attaque sur ton héros, ton truc avec intercept peut la rediriger sur lui. Par OK. contre, si tu as un truc avec intercept et 3 trucs sans intercept, sans taunt, et qu'il attaque un des autres 3 trucs, tu ne peux pas rediriger sur ton intercept. C'est que s'il OK, attaque ton ça héros. correspond que à ton héros, quoi. D'accord. C'est Si ça, tu protèges ton héros. OK, exactement. OK. Mais voilà, et donc ça rend des fois le combat un peu plus tricky, mais voilà. Et du coup, enfin, moi je trouve que ça rend le combat très dynamique, parce que tes créatures, elles ont de l'impact dès que tu les poses, mais faut vraiment que tu te poses la question de comment tu prends les trades. Un peu de la même manière que quand il y a des boards assez complexes à Magic, faut te poser la question de avec quoi tu as le droit d'attaquer pour pas donner des trombons blocs à ton adversaire et pour forcer les trades défavorables s'il veut protéger ses HP, et cetera. Là, ça le fait d'une manière presque plus directe parce que tu choisis tes cibles. Mais du coup, avec cet aspect de retaliate, en fait, tu as vraiment des moments où tu te poses la question de est-ce que c'est rentable que je mette ces dégâts-là ou est-ce que vaut mieux que je le garde pour pouvoir genre l'empêcher de prendre des trades trop favorables au tour d'après, etc. Donc C'est marrant parce que c'est assez intéressant comme dynamique. c'est tu vois, maintenant qu'on en parle, c'est vraiment un entre-deux, à mi-chemin entre Hearthstone et Magic, avec Mm, ce mélange de tu dépenses ta créature pour menacer ton adversaire, ses ressources, mm, mais si tu menaces ton adversaire, tu t'exposes à ce qu'il il puisse détruire tes ressources sans lui en dépenser énormément. Et ouais. à Magic, il y a ce truc-là. Si tu attaques avec tes créatures, bah tu peux pas te défendre. À Mm, Hearthstone, tu peux cibler n'importe quoi, mais à chaque fois que tu vas attaquer quelque chose qui est autre chose qu'un héros, tes créatures vont prendre des dégâts aussi et tu vas les perdre mm, sur le long terme, etc. Et ouais. ouais. Je sais que maintenant Magic et Hearthstone, c'est des jeux qui se sont pas mal écartés parce que bah, l'âge fait que souvent les jeux s'écartent en fait de cette espèce d'équilibre, on va pas dire parfait, mais de cette Mm, simplicité que tu retrouves dans les débuts d'un jeu avec le board. Mais Hearthstone et Magic se sont beaucoup écartés du board, de faire des trades favorables, ouais. utiliser la bonne créature au bon moment, avoir la stat un petit peu plus élevée que l'adversaire, comme ça, hop, tu peux survivre à une attaque, machin et tout. Mm, Heu, mais c'est vrai que s'il y a ça dans Grand Archive, si tu retrouves ce truc de, bah, en fait, tes créatures, elles ont de la valeur, mais il faut l'utiliser au bon moment, alors, bah, c'est ça sympa. oui, mais ça va beaucoup dépendre des match-ups aussi. Il y a des match-ups où OK. vraiment, genre, tu attaques tout le temps, tu t'en bats les couilles et genre, ça va être Mmh. l'adversaire va jouer 2 créatures dans son deck et donc il y aura jamais le OK. problème de trade favorable ou défavorable. Mais du coup, OK, voilà, OK. et donc une fois qu'on a passé cette, main phase où on fait plein de trucs, on passe en end phase, et on finit le tour et c'est à l'autre personne de jouer. Voilà globalement du coup la structure d'un tour. Heu Et du coup, si t'as pas de questions forcément, ou quoi Hugo, à ce stade, je peux rapidement, parce que c'était l'idée aussi, dire pourquoi enfin les points forts pour moi du jeu, au-delà juste des règles et des mécaniques. Hem, il y a un peu comme j'en ai parlé, le deck building, qui pour moi est très ouvert et il y a beaucoup de Tu m'as choses à pas laissé faire répondre, et wesh. ah pardon, pardon. En fait, comme j'ai laissé un peu de temps après ma phrase, je pensais que tu allais en profiter si tu avais un truc à Mec, dire. tu laisses Excuse-moi, jamais de vas-y, temps entre tes phrases. Je suis obligé de te couper vas-y. la parole pour que tu me laisses parler. Non, je sais que tu as préparé des slides avec Knight, avec des types de permanents, machin et tout. Moi, il y a un truc dont tu pas parlé, mais que je connais, parce que j'avais testé ça quand on avait joué. Pour le moment, tu as montré que le fait que pour jouer une carte de son matériel deck Oui, qui a un coût, on a besoin de bannir au hasard une de ces cartes qu'on a utilisées comme mana au tour précédent. exact. Mais, tu vois, moi, en gros joueur mid-range, jamais de la vie je crame des ressources pour ça. Et du coup, tu as mentionné l'existence du mot-clé magique, qui Oui, justifie parfois que certaines cartes soient fumées ou qu'elles soient tout claquées oui. au sol, ou qu'elles coûtent Oui. par la peau du cul. C'est le mot-clé floating memory. Et tu vois, attends, Oui, je prends mon chapeau de c'est à moi maintenant d'expliquer les règles. Le principe de floating vas-y. memory, c'est que ce sont des cartes qui ont le texte sur la carte et qui vous permettent, quand elles sont dans votre cimetière, donc vous les avez jouées, d'être bannies à la place d'un des matériels que vous avez utilisé pour jouer d'autres cartes au tour précédent, pour payer un sur le coût d'une carte que vous jouez de votre matériel. Et genre, du coup, ce que ça permet de faire, c'est
pour le moment, on était en mode, pour jouer à un héros niveau 3, c'est la sauce. Il faut bannir 3 cartes de sa zone de matériel, c'est trop chiant. Bah, en fait, si vous avez joué 2 floating memory avant, bah, vous pouvez bannir 2 floating memory plus une carte de votre zone de matériel, et tout de suite, c'est vachement mieux quand Ça même. va mieux. Surtout quand la carte de floating memory vous a fait du plus. Mais ça, Ouais, alors, c'est un problème avec le meilleur moi, je élément du jeu à l'heure actuelle. crois que Et tu ça, m'avais parlé c'est. de cartes où il y a marqué piocher une carte, et après il y a marqué floating memory, et je suis en mode, Ouais, ah ouais, oh, ouais, c'est pas mal, ça, c'est pas oh. mal. La carte, C'est pas mal. elle fait du 2 Ouais, pour 0, genre, je suis en mode, ouais. ah Il y a bon? des trucs. Bah, Creative Shock, par exemple, imaginez quand vous jouez une carte, vous piochez 2 cartes, vous en défaussez une. Normalement, vous avez fait plus 0. Vous avez cyclé des cartes, vous êtes content. Imaginez que vous avez défaussé une floating memory. C'est une carte que vous allez pouvoir Soudainement. bannir à la place de bannir une des autres cartes de votre main. Et du coup, maintenant, en fait, votre Creative Shock, vous allez transformer une carte en 2 cartes. Bien joué à vous, Mmh. vous avez fait plus 1. Voilà. Voilà pourquoi c'est une des meilleures cartes du jeu et qu'elle est jouée dans la plupart des listes Fire. Mais Reclaim qu'on voit à l'écran, c'est une bonne carte Un aussi. C'est une de exemple mes de cartes carte. préférées en ce moment. Euh, et du coup, ouais, tu as très bien expliqué Floating Memory. Ce qui est intéressant, alors j'ai pas forcément pensé à en prendre en exemple, mais il y a des Floating Memory qui sont restreintes par un class bonus, ce qui rend OK. des fois la carte moins intéressante et ce qui surtout fait que vous ne pouvez l'utiliser pour payer un coup que si vous êtes déjà de la bonne classe. Donc Mmh, c'est que typiquement, pour si vous passer avez une niveau carte 2. exactement, ou pour jouer à un autre truc qu'un héros qui Oui, coûte 1, une fois que vous êtes déjà niveau 1, 2 ou 3. Mais du coup, voilà, c'est à noter. Et ça, c'est une des manières aussi d'équilibrer certaines cartes, de ne pas leur donner floating memory trop tôt. Parce qu'il y a des cartes qui seraient bien pas meilleures ton si zéro. c'était le cas. Voilà, pas OK, comme OK. Reclaim ou Fascio ou ce genre de choses qui sont juste floating tout de suite. Voilà. Ou Fracturize qui est le pire exemple pour ça. OK, OK. Bah, Des cartes que en vous dehors de découvrirez plus ça, tard. je sais que tu as préparé des slides avec Knight, avec d'autres trucs, des types de cartes, des machins, des Mmh. bidules, mais en vrai, je pense que les bases du jeu sont là. Ouais, alors De toute les façon, je ferai un là résumé à la fin, j'ai comme ça tu ouais. pourras me couper si je raconte n'importe quoi. Mais comme Non, mais ça, tu les fais gens bien parce que moi je parle trop et je vais dans plein de directions, même si j'avais non, prévu ça mon va, plan au t'inquiète, départ. Mais, t'inquiète. mais comme ça, on a Hugo qui fait le résumé et c'est parfait. J'ai 2 slides encore que je veux utiliser, mais qui sont pour montrer des choses que j'aime bien dans le jeu. Donc qui sont plus OK. au niveau des règles. Hem et du coup, donc, par rapport à ce qui me plaît dans le jeu, heu, comme j'ai dit, il y a le deck building. Bon, ça je l'ai répété plusieurs fois, donc c'est bon, c'est acté. Hem, la gestion de ressources du jeu est très sympa, à travers tout ce qu'on a expliqué, ce que Hugo a dit, ce que j'ai dit, sur le fait que tu payes tes coups, mais en fait tu récupères les cartes après, mais en fait des fois tu les récupères pas toutes parce que tu bannis pour ton champion. Et en fait quand tu bannis, bah c'est une carte au hasard si t'as pas de floating memory, ce qui signifie que faut qu'au tour précédent, t'aies pas mis les cartes que tu voulais être sûr de garder pour les jouer, mais du coup, des fois, en fait, tu ne joues pas toutes les cartes de ta main. Enfin, il y a tout un truc que vous découvrirez au fur et à mesure si vous jouez, ou si vous regardez les vidéos suivantes que je ferai sur le jeu sur la chaîne. Mais il y a vraiment plein de petits maillons et de petits détails qui découlent du système de ressources du jeu, qui le rendent vraiment, vraiment cohérent et vraiment cool de mon point de vue. Pareil pour le système de combat, comme je l'ai expliqué, que je trouve très bien pensé et qui a l'air un peu complexe des fois quand on l'explique, mais qui en fait in-game fait vraiment sens, et cohérent, et entraîne plein de micro-décisions à prendre correctement. Et c'est vraiment cool, et c'est un truc que je retrouve des rares games de Magic que je faisais à une époque, où on jouait des trucs un peu, un peu niveau préco et tout, et où du coup il y avait pas mal de board states à jouer, Mmh. et où du coup, tu sais, ou même quand je joue, les rares fois où je joue en limité, où tu te poses vraiment la question de ok, comment j'attaque, avec quoi j'attaque, est-ce que je suis menacé par des trucs, est-ce qu'il peut y avoir des spells qui changent les maths du combat, est-ce que. Et tous ces trucs-là, c'est des trucs qu'il y a dans Grand Archive. Encore une fois, pas forcément dans tous les match-ups, mais quand même. Et c'est des trucs que je trouve vraiment, vraiment cool. Euh, donc ça, c'est pour les trucs au niveau gameplay et enfin au niveau du jeu en lui-même. Les deux autres choses que je trouve vraiment bien avec le jeu, donc au-delà du fait que, encore une fois, le gameplay est trop cool, c'est
Les 2 choses pour lesquelles je vais avoir besoin des slides. On va commencer par les spirits pas de base, s'il te plaît, Night Crash. Puisque et donc là, vous voyez à l'écran. Alors en gros, vous vous souvenez que je vous ai parlé des esprits de base qui disent: «Quand ils arrivent en jeu, vous piochez 7 cartes». Puisque, en fait, vous ne piochez pas des cartes pour votre main de départ par les règles du jeu. Vous les piochez via le premier truc que vous mettez sur la table. Et en fait, ça change beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que du coup, ils sont libres en termes de design de faire des trucs qui font pas pioche 7, mais qui font autre chose. Et là, vous le voyez à l'écran, il y a 2 esprits qui ont toujours 15 points de vie, parce que pour l'instant, ça a pas dénoté, ça changera peut-être un jour, qui sont des esprits niveau 0, qui sont des esprits, feu, donc tout comme l'esprit de base, classique. Sauf que, au lieu de dire: «Pioche 7», ils disent, quand ils arrivent en jeu, vous optez 6, donc vous avez beaucoup plus de cartes sélection, puisqu'en fait, vous voyez les 6 premières cartes de votre deck et vous pouvez choisir d'en garder certaines au-dessus et d'en mettre d'autres en dessous. Et une fois que vous avez fini de résoudre votre Glimpse 6, vous piochez 6 cartes. Ce qui fait que théoriquement, vous pouvez voir jusqu'à 12 cartes du dessus de votre deck au lieu de 7 si les 6 premières vous vont pas. Mais s'il y en a qui vous vont, vous pouvez choisir de les garder. C'est très fort pour certains decks en particulier. euh, et je rentrerai pas dans les détails desquels, mais ce qui est important de retenir, c'est que ça change le nombre de cartes que vous avez au départ parce que c'est permis par le design du jeu, vu que c'est pas dans les règles du jeu, mais que c'est votre esprit que vous matérialisez qui vous donne ça. Ils ont en plus un effet chacun. Alors, il y en a un qui summon un truc qui vous permet de piocher une carte plus tard, et il y en a un qui dit Lineage Release Recover 6. On s'en fout, je vais pas expliquer ce que ça fait et pourquoi c'est important pour certains decks ou pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que ils ont des downside, une carte de moins, mais ils ont des upside, des effets en plus, le fait de opt 6 avant de voir les 6 cartes, etc. Et ça fait que bah, ça ajoute encore de la diversité dans le deck building parce que maintenant, si vous voulez jouer feu, vous avez 3 options de base qui vont changer ce que vous allez faire et comment vous allez jouer vos premières mains, etc. Et du coup, c'est un truc que je trouve hyper intéressant. Pas forcément 100% dès maintenant, même si je trouve que c'est déjà le cas parce que les esprits sont intéressants et il y a vraiment des trucs différents à faire avec les 3. Parce que là, on les a affichés que en Fire, mais ils existent. Les deux mêmes existent avec exactement le même texte en Water et en Wind. Et du coup, les 3 éléments ont accès aux 3 spirits différents. Et en fait, enfin, je trouve ça hyper cool en termes de game design parce que ils ont de la place pour faire un peu ce qu'ils veulent. Et du coup, ça veut dire que quand le jeu va avancer, un peu à la manière, même si pour l'instant ils l'ont pas vraiment utilisé, le fait que Flesh and Blood pourrait décider de mettre des héros avec autre chose que 4 d'intellect, bah là, en fait, ils l'ont déjà fait dès la deuxième extension. Et je trouve ça hyper cool, ce que ça peut présager en termes de design et ce que ça ouvre comme possibilité dans le deck building et dans le gameplay. Ça, c'est un truc, que je trouve vraiment juste très bien pensé et super cool. Et un peu, et peut-être que tu en parleras un jour, Hugo, mais un peu à la manière d'Alterd aussi où pour l'instant sur le premier set, tous les héros ont 2 slots de réserve et 2 slots de permanent. Et peut-être qu'un jour, sans rentrer dans les détails de ce que ça signifie, comme c'est marqué sur les héros et que c'est pas dans les règles du jeu, tu as 2 slots, bah, peut-être qu'un jour, ils feront des héros avec 3 slots de permanent et un slot de réserve, ou 4 slots de réserve et Bah, 0 de permanent, ou et le fait que ça c'est puisse exister en termes de design, je trouve c'est cool, en fait. c'est un truc qu'il y a aussi à Flesh and Blood parce que tu as, les 3 caractéristiques d'un héros qui peuvent changer. Mmh, C'est, son intellect. Bon, il y a qu'un seul héros qui a moins de 4 intellects et ça se fait sentir, mais il y a aussi les points de vie qui peuvent changer, mais théoriquement, Caillot, il il t'impose une restriction qui est pas à mmh, travers genre, un les règles du jeu. symbole ou, un truc comme ça, mais à travers les règles du jeu, comme il dit: «Tu ne peux utiliser qu'une arme à Mmh, une main». Bah, en fait, ça fait que théoriquement, c'est comme si au lieu d'avoir 6 slots d'équipement, tu en avais que 5 et du coup, mmh. tu étais obligé sur un de tes slots d'armes de mettre une arme à une main, du coup. Ouais, bah, ils Et peuvent mettre un jour un truc qui a pas du de bot. coup, oui, moi je trouve ça sympa aussi. Et en même temps, c'est comment dire? Les éléments de game design comme ça, c'est cool quand tu peux apprécier la diversité du game design qui peut être à venir, la profondeur qu'ils peuvent intégrer et en même temps, je suis un peu dans le mood.
les gens qui font les règles d'un jeu, ils peuvent décider du jour au lendemain de les changer et par exemple, tu vois, tu as mentionné sur Altered le fait que, s tous les héros n'aient que 2 slots, de réserve ou 2 slots de permanence. Si un jour on parle d'Altered, vous comprendrez, mais en gros, c'est un élément un peu restrictif qui fait que vous ne pouvez pas conserver des ressources à l'infini. Finalement, ils auraient pu mettre ça dans les règles du jeu et dire: «Tous les héros n'ont que 2» et décider dans, je sais pas, 2 éditions, de dire: «Ah en fait, on va changer cet élément, maintenant ça devient une caractéristique des héros. Ça change rien aux héros qui existaient déjà, mais maintenant ce héros-là, hop, il passe à 3 Mmh. et ou à 1». Alors En fait, tu vois, je trouve ça intéressant que ça existe déjà et que ce soit déjà pensé par les développeurs du jeu mmh, parce que ça veut dire qu'ils ont conscience de leur design space et de ce qu'ils peuvent faire et en même temps, je suis un peu, heu je râlerai jamais parce qu'un éditeur de jeu décide de changer fondamentalement une règle et que ça a du sens oui, bien sûr. et que, tu sais, il est en mode, bah, voilà, en fait, on s'est rendu compte en termes de game design que ça posait des problèmes ou qu'on avait Mmh. envie d'aller explorer une autre piste du jeu et du coup, je trouve c'est beau quand un système de jeu intègre d'office, en fait, tous ces éléments de game design et tout ce design space envisagé par les développeurs, machin et tout et en même temps, si ça arrive plus tard, ça arrive plus tard, tu vois? Ouais, Ça me bien choque sûr. pas. Mais je trouve ça cool quand même que ça existe. Mais c'est ça, moi ce que je trouve intéressant, c'est le fait de voir qu'ils y ont déjà pensé et non seulement ils y ont déjà pensé, mais là le Spirit que vous voyez à gauche, il est sorti dans le deuxième set et celui de droite est sorti dans le quatrième set. Et pour l'instant, ça laisse présager que dans le sixième qui arrive en mars, on aurait à nouveau, une nouvelle lignée de Spirit, Mmh. puisque pour l'instant, c'est sorti dans chaque supplémental. Et enfin, tu vois, le fait que ce soit réfléchi dès le départ, que ce soit intégré au design, que ce soit fait aussi vite et tout, et que ça ne casse pas le jeu, parce que pour l'instant, ces Mmh Spirit-là, mh. ils ont vraiment pas cassé le jeu. Je trouve que c'est un bon signe, tu vois. Je suis d'accord avec toi que rien n'empêche d'autres jeux de un jour changer des trucs pour faire le même genre de choses. Mais juste le fait que ce soit déjà là quand tu prends le jeu en main, je Non, mais trouve c'est ça vrai que cool, tu vois? c'est sympa quand ça fait partie des fondamentaux du jeu, quoi. Mmh. Mais voilà. Et le dernier truc que je trouve vraiment genre giga banger sur, Grand Archive et ça, c'est un de mes gros arguments quand je vends le jeu. C'est pas vraiment un truc de gameplay. C'est que en gros, sur Grand Archive, il y a une banlist tous les mois à peu près. Dans cette banlist, il y a 3 catégories de cartes. Il y a les cartes où ils sont en mode: «Attention, on vous avertit qu'elles sont un peu sous surveillance. Elles sont pas problématiques dans la méta actuelle, mais elles pourraient limiter notre design. Donc, on les met là et on vous avertit qu'on les a mis là et qu'on y pense.» Dans la deuxième catégorie, il y a des trucs où ils disent: «Un peu fort en ce moment. Est-ce que c'est trop fort? On ne sait pas. On se donne encore un mois pour y réfléchir, on va voir, mais peut-être dans un mois, ces cartes-là, vous avez plus le droit de les mettre dans votre deck. Commencez à réfléchir à des alternatives si vous avez des tournois qui arrivent.» Et enfin, dans la troisième catégorie, c'est les cartes qui sont bannies. Et donc, vous n'avez pas le droit de jouer en tournoi officiel. Et donc, déjà, le fait d'avoir ces catégories qui te permettent de te préparer un petit peu et de voir comment ils voient leur méta et ils analysent le jeu, c'est cool. Le fait de voir qu'il y en a une tous les mois, ou à peu près tous les mois, c'est cool aussi en termes de réactivité et ça veut dire que tu vas pas attendre trop longtemps dans une méta qui est un peu mauvaise. D'ailleurs, il y a eu un événement type Calling il y a genre 2 mois, il y a 2 semaines, pardon, après la sortie d'une édition, et il y avait 70% du top 32 qui était le même deck. Le soir même, dans leur présentation de fin du tournoi, ils ont fait: «Bon, on a fait une erreur sur l'interaction, on fait un errata sur une carte pour que l'interaction puisse plus être jouée.» Et du coup, ça montre qu'il y a quand même une grosse réactivité sur des choses. Il y a de la communication, ils expliquent pourquoi ils font leur choix. Donc ça, c'est la même chose que sur Flesh and Blood. Et c'est un truc que j'adore sur Flesh et qui est pareil, donc c'est vraiment cool. Mais en plus d'avoir 3 catégories, à chaque banlist, il peut y avoir une petite surprise qui est la création d'une carte. Qu'est-ce que ça veut dire la création d'une carte? En gros, Grand Archive a un système qui s'appelle le Proxias Vault. Le Proxias Vault, c'est des cartes comme celles qui sont affichées à l'écran, où en gros on dit: bah cette carte-là, maintenant, elle existe dans le jeu. Elle n'a pas été imprimée, elle n'existe dans aucun booster. La seule façon de l'avoir, c'est de la récupérer en carte promo lors d'un événement type Calling.
Mais comme elle n'a pas encore été imprimée, bah, vous avez le droit de l'imprimer chez vous et la copie que vous imprimez, elle est légale pour vos tournois. Puisque c'est des cartes qui vont dans le matériel deck et donc qui n'ont pas besoin d'être pas reconnaissables ou d'être aléatoires. Et donc ça leur permet de faire ça. Ce qui, par exemple, serait possible sur un équipement, et encore à Flesh and Blood, parce que des fois, il faut que tu les reconnaisses pas dans le cimetière, Ouais, mais voilà. c'est ça. Mais C'est théoriquement, pourquoi pas pas sur un l'envisager. équipement Mmh. ou sur un héros, voilà. Et donc là, le fait qu'ils aient un matériel deck leur permet de faire ça. Et en gros, pourquoi c'est trop bien? Parce qu'en fait, ils disent: «Bah, voilà, on vous a créé une carte» et en fait, ça leur permet de répondre sans forcément passer par une banlist ou sans avoir besoin d'attendre un voire 2 sets, parce que des fois, c'est log déjà à l'avance, pour répondre à des points dans la méta. Et j'ai pris ces 3 là comme exemple. Il y en avait un quatrième que je voulais comme exemple, mais c'est pas grave. Pour parler un peu du contexte de certaines cartes et de pourquoi je trouve que c'est vraiment un système qui fonctionne très bien. La carte tout à gauche, Scepter of Lumina, c'est un Regalia Water. On s'en fout de ce qu'il fait. Ce qu'il faut retenir, c'est que la carte est très forte, notamment dans certains decks, et qu'elle a été print à un moment où Water était l'élément le plus faible du jeu. Ils ont print cette carte en disant bah Water a besoin de support, euh, on vous donne ça. La popularité de Water et son efficacité en compétition est remontée à la suite de la sortie de cette carte. Pas à un point alarmant du tout, mais juste est remontée. Donc la carte a fait son job. Un peu plus tard, il y a eu 2 extensions qui ont donné des très bonnes cartes à Water. Et donc là, ils ont dit, bah cette carte, elle va maintenant aller sur la catégorie, je sais plus si c'était un ou deux, mais en gros, bah peut-être qu'il y en a plus forcément besoin parce que bah en fait les sets qui ont donné du support à Water sont arrivés et donc peut-être qu'il n'y a plus besoin de cette carte là. Dans le même temps, donc en même temps que le fait de dire bah ça va sur une catégorie au-dessus, euh, ils ont imprimé la carte tout à droite qui est Viridian Protective Trinket, qui est en gros, en fait, ça c'est un errata d'une carte qui existait dans le jeu. Et en fait, ils ont amélioré son effet pour en faire un truc qui, au lieu de durer un tour, dure toute la partie. Ce qui est un gros changement, mais ce qui est un truc qui est fait pour mettre un frein à Water. Et du coup, pareil, ils l'ont Mmh. sorti à un moment où Water devenait un petit peu trop fort parce qu'il y avait eu des extensions qui lui ont donné des bonnes cartes et tout. Et donc, pour rééquilibrer un peu, ils ont mis ça. En fait, c'est Euh, on dirait des expansion slots qui n'ont pas besoin d'une édition pour sortir. Exactement. C'est un principe très similaire. Euh, celle du milieu, Stone Scalebound, elle est sortie à un moment où, bon, euh, honnêtement, l'élément était nul à chier. L'élément avancé de la carte était nul à chier. Le héros qu'il avait était nul à chier. Et en fait, depuis, ils ont sorti un héros de cet élément qui est bien meilleur, pour plein de raisons dont on reviendra dans une vidéo prochaine, parce que c'est le meilleur deck de la méta à l'heure actuelle. Et en fait, il y avait une interaction entre cette carte et une autre carte qui était devenue trop forte. Et du coup, ils ont fait, bah, vous voyez la copie qu'on vous a imprimée il y a genre un an parce que le truc avait été en. Enfin, avait besoin. Bah maintenant, il y a moins besoin. On aime bien le design de la carte, mais il y a moins besoin. Du coup, plutôt que de juste la bannir, on va l'errata. Et ils l'ont rendu. Ils l'ont passé de 0 à 1 cost. Ils ont passé sa capacité de 0 à 2 cost. Enfin, je crois que c'était 0, ça j'ai un petit doute. Mais surtout, ils ont passé sa capacité. Avant, c'était tu l'engages, tu peux jouer toutes tes bêtes ce tour en éphémère, ce qui est très fort. Et maintenant, c'est la prochaine. Mmh. Et du coup, ils ont beaucoup nerf la carte. Et la carte est encore jouée parce que elle fonctionne encore pour l'interaction pour laquelle tu la voulais au départ. Ils ont pas nerfé, enfin, ils ont pas détruit ça. Mais du coup, ils ont adapté la carte. Et c'est un des trucs qui est très permis aussi parce que ça a juste demandé aux gens de réimprimer une copie de la carte. Et donc, c'est facile de faire des errata dessus. En fait, c'est marrant parce que ça me ça me fait penser aux TCG les plus récents et du coup, d'une certaine manière, les plus modernes comme Altered, Mm. qui, en fait, ont intégré le fait que, hem, tu peux pas séparer ton jeu de l'instantané, en fait, des gens Ouais. qui y jouent, Mm. d'internet qui en parle, du jeu qui évolue, en fait, en dehors de tout contrôle de l'éditeur. Parce que théoriquement, l'éditeur, quand il a validé le bon chez l'imprimeur et qu'il a dit: «OK,
l'édition, on veut qu'elle soit comme ça, imprimer les cartes et on les lance en production, bah, théoriquement, c'est 3 mois avant, 3 mois, voire Ouais. plus, avant que les cartes existent, qu'on voit à quel point elles sont nulles ou à quel point elles sont trop fortes. Et Mmh. du coup, d'avoir intégré dans la vie du jeu des éléments qui leur permettent d'avoir beaucoup plus de prise sur le réel, Mmh. sur l'immédiat du jeu, bah, c'est intéressant. Ils ont fait ça à Altered il n'y Ouais. a pas très longtemps, ils ont erraté une carte et ils ont dit bah maintenant, toutes les versions de cette carte, elles sont différentes et Altered n'a pas encore un des principes enfin, une des fonctionnalités d'impression à la demande, mais ils ont dit bah on a fait un errata. Théoriquement, tous les exemplaires que vous avez, ils sont plus légaux, mais vous pouvez jouer ceux que vous aviez, juste ils ont un autre texte, et on offre à tous les joueurs la possibilité d'imprimer des exemplaires de cette carte. Mmh. Donc en fait, c'est comme s'ils avaient dit, ah bah en fait, vous avez juste à faire tourner l'imprimante chez vous, sauf que là, bah c'est eux l'imprimante, et mais du coup Ouais. ça ressemble à ce truc-là, c'est genre, C'est ça. on vous a dit ces Et cartes c'est des proxys, démerdez-vous pour les choper et juste imprimez-les. Et du coup, bah, ouais, on peut les changer quand on veut, parce que théoriquement, elles n'avaient aucune valeur et elles n'en ont toujours pas. c'est Juste, ça. elles ont de la valeur de design, de gameplay. Et et je trouve le système vraiment bien. Par exemple, typiquement, après l'événement il y a 2 semaines là, enfin il y a peut-être 3 semaines maintenant, heu, où il y a eu 70 d'un deck en top 32. Ils ont fait, bah, on met un errata et également on vous sort une carte en Proxy Vault qui sort dans la prochaine extension, mais du coup c'est en mars. Et en fait, bah, on pensait pas en avoir besoin dès maintenant, mais en fait, on en a besoin dès maintenant. Donc elle disparaîtra du Proxy Vault quand vous pourrez la trouver en commune, dans vos boosters dans 3 mois ou 4 mois. Mais en attendant, on l'imprime parce qu'en fait, pour la méta actuelle, on pense que c'est nécessaire qu'elle sorte dès maintenant. Donc vous l'imprimez et vous pouvez déjà jouer avec et ça a permis de réguler un truc aussi et en fait, on voit que sur l'événement suivant, il y a 2 copies de ce deck ou 3, je sais plus, j'ai un doute, 2 ou 3 en top 32. Donc ils ont pas tué le deck. La carte qu'ils ont imprimée et les ratas qu'ils font n'ont pas empêché le deck d'exister, mais ils ont empêché qu'il devienne tier 0 et que ce soit tu joues ça, soit tu joues ça. Et en fait, le fait qu'ils se débannissent tous les mois, qu'ils soient réactifs et qu'ils aient ce système de Proxy Vault qui leur permet de print des cartes et possiblement de les errata, ça leur donne une capacité à heu, régler des choses qui deviendraient trop problématiques pour le jeu, d'un point de vue juste, genre, heu, jouabilité et j'ai pas le terme en français, mais juste, enfin, kiffer ta partie en fait, genre juste de pas te détruire ta méta, autant d'un point de vue compétitif que d'un point de vue fun et du coup, ça leur permet d'avoir une manière beaucoup plus rapide d'interagir avec ça et je trouve que c'est vraiment un système qui fonctionne super bien et enfin, je suis très content de jouer à un jeu qui a ce système parce que vraiment tu vois l'impact que ça a quand ils mettent une nouvelle carte dedans. Ils ont rendu des decks ou des archétypes, jouables sans pour autant les rendre broken du tout. Mais juste comme ça pouvait te permettre d'exploiter des stratégies et d'exploiter des plans de jeu qui n'auraient pas été possibles avec, juste les cartes, qu'ils avaient mis dans le set et on pourrait dire que c'est un problème de ne pas avoir mis les cartes directement dans le set, mais c'est aussi se laisser une porte de sortie de pouvoir mieux interagir avec ces cartes-là que si elles étaient imprimées, dans un set, 3 mois après. OK. Et du Voilà. coup, il y a un éléphant dans la pièce Il qu'on y n'a en pas a trop 2. regardé. Il y en a 2. Pour moi, le premier, c'est, heu, est-ce qu'on peut mettre la main sur des produits? Enfin, est-ce que le jeu est accessible pour, le commun des mortels, on va dire? Il y en a Et 3 du coup. si oui, est-ce que, c'est un jeu sain en termes de produits? Parce que je suppose que du coup la carte à l'unité, c'est pas trop répandu, si le jeu est pas ultra développé en Europe. Mais donc ça veut dire que si tu veux des cartes, il faut craquer du booster quoi, ou du deck, enfin genre faut se dépatouiller. Et du Ouais. coup, il y en a Hem, un alors petit ouais en quand v même. non, en vrai, alors, en fait, premièrement, il y a pas énormément de produits. Surtout en Europe, encore plus en France où il y a genre 2 shops qui en vendent, je crois, dont Uchronies et le truc, c'est que du coup, bah, très vite, en fait, surtout sur les premières vagues d'édition, parce qu'il y a des first edition et des unlimited. Sur les vagues de first edition, tu fais tes commandes initiales et tu très vite, enfin, c'est très vite en rupture chez les distribs et comme en Europe, ça prend pas des énormes quantités, c'est très vite à sec. Hem
En Europe, tu pas de marché de cartes à l'unité puisque c'est pas sur Card Market. Tu as de mémoire 3 ou 4 shops en Europe qui en font, dont un qui est en Angleterre, et du coup les frais de port et de douane sont assez gros. C'est aussi, des prix qui sont assez gonflés parce que c'est des shops, donc tu as un prix qui est en général supérieur au marché si c'était sur Card Market et en plus, je pense que ça «profite» un petit peu entre guillemets du fait qu'il y en ait très peu et que du coup il y ait un presque monopole. Heu et au-delà du prix, il y a en plus le fait que, bah, ils peuvent pas craquer tant de boosters que ça parce qu'il y a pas tant de boosters que ça et qu'ils en vendent Mmh, aussi en télé et du coup, en fait, les cartes que les gens mmh. cherchent partent très vite, peu importe le prix et très vite, tu plus vraiment de stock. Donc pour trouver les cartes, c'est un peu complexe. Si vous êtes sur Paris, j'ai beaucoup de cartes, donc je peux prêter des decks, donc vous pouvez venir jouer si le jeu vous Non, parce tente, que vous pouvez c'est venir tester, c'est il y a bien aucun souci. beau c'est bien beau de présenter un super jeu, mais Je bon, peux vous pas te accueillir pour qu'on joue. mentir. Non, Non, mais mais d'accord, tu peux nous accueillir dans ta non, grande église, mais faut des je cartes, quoi. non, mais je suis complètement, lucide et honnête là-dessus. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. C'est aussi un peu compliqué parce que comme c'est pas encore très répandu en Europe, bah, c'est pas sur Card Market et du coup, vu que c'est pas sur Card Market, c'est pas très répandu. Enfin, je pense que c'est un peu aussi un Oui, cercle vicieux dont ça fait un j'espère qu'on engrenage. sorte à un moment. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est un peu encore dans cet engrenage qui est pas forcément très positif. À ça, j'ajoute, qu'il y a quand même un point positif, qui est que même si en ce moment, je crois que Thomas en avait recommandé et qu'ils ont à nouveau été vendus, donc il faudrait voir s'il peut en re-recommander. Mais en gros, depuis la dernière édition, enfin l'avant-dernière du coup maintenant, donc la quatrième dans le jeu, ils ont sorti, un système de boîte de deck. En fait, en gros, sur les sets standards et les premiers sets, il y a des decks de structure avec les nouveaux héros du set. Là, par exemple, sur la dernière extension, il y a deux nouveaux héros. Il y a eu deux petits decks de structure à 15 balles pièce avec les héros. Ces decks-là, honnêtement, ils valent ce qu'ils valent. Ils sont bien pour découvrir le jeu et le héros. Ils sont cool. Il faut vite acheter plus de cartes et les upgrades si tu veux en faire quelque chose. Ce qui est cool quand même, enfin ce qui est cool. Ils ont des cartes exclusives dedans quand même, qui en général sont très bonnes pour le héros et du coup tu as quand même envie de les acheter. Quand tu les achètes, il y a 4 enfin s'il y a une carte qui est exclusive dedans, tu l'as en x4. Donc tu es sûr d'avoir, enfin tu pas besoin d'en acheter 2, donc ça c'est quand même pas mal. Ça aide pour démarrer le jeu, mais c'est pas l'idéal si tu veux faire des tournois parce que tu as quand même besoin d'upgrade et tout. Par contre, ils ont sorti un truc qui coûte, en règle générale, entre 60 et 70 balles selon les boutiques, selon voilà. J'ai pas le prix exact en tête et c'est un deck. Bon là, du coup, en fait, il y en a 2 autres qui sortent en mars, mais là, du coup, il y a eu qu'une seule vague de produits, donc il y avait 2 decks avec un nouveau héros, heu, de niveau 3. Potentiellement, comme ça a été le cas pour un des 2, des nouveaux héros niveau 1 et 2, mais en gros, donc des nouveaux héros et un deck de matériel, un main deck et toutes les cartes du main deck en x4, mais enfin, comment expliquer, pardon. En gros, tu as un deck préconstruit que tu peux C'est un jouer pool dès que tu et sors il de la te file boîte, un pool de cartes au mais lieu toutes de les te cartes filer juste un qui deck. c'est ça, en fait, toutes les cartes qui dans le deck qui te construisent en mode, bah, ça, c'est la version qu'on te propose de jouer en sortie de boîte. Toutes les cartes qui sont pas x4 dans le deck, tu as leur copie manquante à côté. Ce qui fait que tu peux Mmh. modifier et tout et donc tu as vraiment un gros pool de cartes et toutes les cartes, si tu veux les jouer en x4, tu peux parce que tu les as en x4. Tu as aussi, une boîte de rangement qui est assez sympa et un petit paquet de sleeves. Heu, des sleeves Dragon Shield, en art qui sont assez quali. Donc le produit est très bien, surtout que, les decks sont vraiment assez compétitifs en sortie de boîte. Alors il y en a un des 2 pour le coup où il fallait quand même des upgrades assez importantes pour le rendre vraiment top tier, sur les cartes du set avec lequel il est sorti. Dont certaines étaient un peu chiantes à trouver parce que assez rares. Mais overall, le deck était très proche en sortie de deckbox d'être un des decks top tier du format. L'autre à côté, c'est à peu de choses près le meilleur deck du format à l'heure actuelle. Mmh. Alors la réalité, c'est que l'autre, il faut ajouter quelques cartes, notamment dans le matériel deck, dont certaines coûtent un petit peu cher.
mais en vrai, il y en a genre 2 qui coûtent 1 € pièce et une qui vient de la Proxias Vault. Donc t'as pas de temps à dépenser que ça. Et en Ouais. vrai, le deck est vraiment hyper solide out of the box. Et ça, c'est des produits qui, pour le coup, sont encore normalement relativement facilement trouvables et qui sont vraiment, vraiment, vraiment très, très bons pour démarrer. Alors évidemment, si vous avez cette somme à mettre, hein, mais qui sont des decks avec lesquels vous pouvez gagner des parties en tournoi, même contre des decks construits avec plein d'argent et toutes les cartes, etc. Euh, et c'est des decks qui vont être complets avec même un pool de cartes en rab pour pouvoir modifier un peu si vous voulez et tout. Et du coup, tu as à la fois ce côté où c'est dur de trouver des produits, notamment des boosters et tout. Et en même temps, les decks pour démarrer sont encore relativement trouvables et sont des produits qui sont vraiment, vraiment d'un très, 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 très bon niveau. Genre, c'est vraiment des très bons produits pour démarrer. Et du coup, en fait, bah, pour démarrer le jeu, si vous arrivez à mettre la main sur un de ces decks-là, vous êtes bien parti, c'est hop, tout chousse. Après, évidemment, ça ne permet pas, dans un premier temps, d'acheter des Oui, boosters non. et de machin. Ouais. Mais... Ah oui, pardon, j'ai Disons oublié, dans que la boîte, il y a aussi 3 petits boosters de l'édition. C'est pour disons ça que le que prix est si on autour des devait 60. comparer ce produit avec un truc à Flesh and Blood, c'est comme si c'était des armory decks, sauf que au lieu de te mettre juste le deck avec des équipements, ils te filaient genre une cinquantaine de cartes en mode peut-être vous allez les jouer, euh, on complète les playsets et puis Mm. débrouillez-vous avec ça en gros. Et en plus, tu as un paquet de sleeves et en plus, tu as des boosters. Ok, très bien. Voilà. Du coup, Donc c'est non, par ces le produits-là produit qu'il est faut vraiment commencer. cool. C'est le Il mieux. s'appelle Si comment ce vous avez... produit-là? Il s'appelle c'est comment? des recollections. C'est des decks de recollection. Ça ressemble à ça. Ok, très bien. Une boîte comme ça. Ok, ok. Les boîtes sont hyper sympas. Et du coup, donc c'est deck de recollection. Il y en a 2 qui sortent en mars avec la prochaine édition. Vous pouvez déjà les précommander chez Uchronis Games. Euh, et en vrai, c'est vraiment des produits qui vous permettent de vous lancer dans le jeu de manière assez cool. Pour les cartes à l'unité, si vous vous lancez dans le jeu et que vous voulez améliorer un peu des trucs, honnêtement, il y a des Discord, notamment un Discord européen, qui a pas mal de gens qui achètent et qui vendent. Et en vrai, c'est honnêtement, enfin, si vous êtes prêt à attendre un peu et à payer des frais de port et à faire confiance à des randoms sur Discord, c'est honnêtement pas si dur que ça de trouver des cartes. Ça dépend lesquelles, il y en a qui sont plus durs que d'autres, évidemment. Mais honnêtement, c'est pas si dur. Tu vois, genre, moi, il y avait une carte que j'avais galéré un peu à trouver à un moment parce que je cherchais pas trop, et qui est une des cartes du deuxième set, qui est une carte assez jouée, qui est une très bonne carte et tout. Euh, j'ai vu un mec poster une annonce qu'il la vendait. Je lui dis, bah hop, je te DM et je vais te la prendre. Et là, hier, j'ai vu encore un mec qui postait une annonce qui en vendait 2. Donc, c'est pas pour dire vous allez claquer les doigts et vous allez avoir toutes les cartes que vous voulez. Mais honnêtement, si vous vous mettez au jeu, je pense que ça va. Enfin, disons que ça doit pas non plus être un frein de vous dire oh, je vais trouver 0 carte, ça Oui, va être de chiant, toute je vais rien manière, trouver. plus des gens se mettront au jeu, plus ça va Plus il y aura de pool de cartes légitimer aussi. une communauté qui va grandir, plus il y a de cartes qui vont Bien être sûr. ouvertes, plus les distributeurs vont en prendre. Enfin, après, c'est un Bien sûr. cercle vertueux, c'est pour ça. C'est aussi l'idée. Moi, je suis pas C'est ça. convaincu par jouer à Grand Archive parce que j'ai d'autres choses à foutre. Mais Je comprends. Croissant, en faisant ça, son but, c'est aussi de corrompre Mais bien les, sûr. les- les gens qui ont la mauvaise idée de Venez. nous écouter Venez là. et pour essayer d'autres jeux. Mais du Bien coup, sûr. ok, attends. Je vais faire l'exercice de résumer le jeu. Est-ce que tu veux bien Vas-y, bon présenter? chance. Le but du jeu, c'est d'incarner un personnage, mais pas vraiment, d'ailleurs, plutôt un esprit, qui correspond à un élément qui va déterminer quelle carte on a envie de jouer, quelle carte on a le droit de jouer. Mhm. Et le but, c'est de péter la gueule à son adversaire. Ouais. Pour péter la gueule à son adversaire, on peut jouer des types de cartes qui sont différents. Parfois, c'est des Mhm. créatures qui vont attaquer d'autres créatures. Parfois, c'est des sorts qui vont faire leur effet tout de suite. Et parfois, c'est des Mhm. permanents qui restent en jeu, améliorent notre héros, etc. etc. Et pour jouer ces cartes, on a besoin de mettre d'autres cartes de notre main, en mode oh, je les mets en mana, et au début de notre prochain tour, hop, elles remonteront dans notre main. Et donc théoriquement, on Mhm. peut les utiliser à l'infini. Sauf que, on a un deuxième deck, dans lequel il y a des héros qui vont modifier notre personnage de départ et qui vont être de plus en plus forts, des items qui vont modifier notre gameplay et nous rendre de plus en plus forts, mais parfois ces cartes nous coûtent de la mémoire. Et cette mémoire, ce sont des cartes qu'on a mis face cachée pour en jouer d'autres, qui du coup vont Mhm. être bannies et qu'on récupère pas, mais comme ça on récupère d'autres cartes et c'est un peu stylé. Mhm. Pour le moment, il y a 3 éléments dans le jeu.
vent, de base. feu et eau, mais il y a des éléments énervés avancés là, qui ne Ouais. correspondent qu'aux héros de niveau 3 et qui ont, je suppose, des effets un peu fancy, des effets en plus, des trucs machin, et des cartes énervées qui vont avec. Mmh. Le jeu te récompense de jouer certaines classes de personnages, et donc, on va pas se mentir, moi j'avais testé le truc, il y a quand même un peu de flavor entre le personnage que tu joues, son élément et sa classe, et genre, un mage de feu, bah il lance des boules de feu pas chères, Mmh. logique. Mais c'est quand même important parce que, en vrai, le flavor, t'en as pas beaucoup parlé parce que t'es très axé Oui, gameplay, mais oui. le flavor, il est quand même là dans le jeu. Ouais, C'est c'est un vrai. jeu qui a énormément de diversité en deck building, parce que la seule réelle contrainte réside dans le fait qu'il faille un esprit dans ton deck de matériel, et que tu es obligé de le mettre au début de la partie. Mais le reste, tu fais ce que tu veux. Des textes ont, enfin des cartes ont plein de textes avec des mots-clés, des machins, des trucs. Mais en réalité, les règles sont simples à prendre en main, parce qu'en fait, elles Ouais. sont assez courtes. La structure d'un tour est simple. Les combats sont simples, avec tes créatures qui attaquent d'autres créatures, et puis parfois ces autres créatures elles te mettent des patates, et parfois pas parce qu'ils t'ont ça t'as attaqué, machin. Du coup ça fait de l'interaction avec le board et c'est stylé. Mmh. Le jeu est un peu compliqué à trouver en ce moment, parce qu'il n'est pas très développé en Europe, mais il existe les Recollection Decks, qui sont des super produits, qu'il faut commander à Uchronie. Ouais. Est-ce que j'ai bien résumé? Bah, franchement, ouais. Ok. Et Voilà. du coup maintenant, est-ce que je peux donner mon avis sur ce que je pense du jeu? Vas-y, c'est le but. Parce que moi, je suis forcément biaisé, je joue que à ça en ce moment, Bah j'ai oui, plein de cartes, tu j'achète l'as plein de trucs et présenté. tout, je kiffe. Donc forcément, je kiffe. Ah si, pardon, juste avant que tu dis ça, il y a un truc que j'ai oublié, qui est pour moi quand même un point qui peut être négatif, qui ne l'est pas intrinsèquement, mais qui peut l'être pour beaucoup de gens. C'est que le style graphique, le gameplay a beau être plus proche des TCG occidentaux que des TCG asiatiques, le les images, le côté enfin toute la DA du jeu est hyper weebos, hyper anime, ce qui signifie, bah, les cartes que vous avez vues en fait, mais aussi, des mini-jupes, des meufs avec des boobs énormes, des décolletés de zinzin pour aucune raison et honnêtement, Heu, bah, il y a des cartes, je trouve, c'est fine. Genre, vraiment, il y a des cartes, je trouve, c'est je suis pas particulièrement fan du style, anime, mais par exemple, la Merlin Kingslayer qu'on voit à l'écran là, fine. Tu vois, genre, ça me choque pas, c'est cool, c'est OK, tu vois? Puis en plus, la carte, elle a un lore de zinzin, donc c'est cool. Mais en vrai, il y a des cartes, je suis en mode, voilà et je sais qu'il y a Ne plein de gens s'exclame. non, mais je sais qu'il y a plein de gens qui ont pas forcément envie de jouer au jeu parce que ils aiment pas du tout les artworks et en vrai, malheureusement, je comprends. Moi, sur, la plupart, je suis en mode: «C'est fine», c'est pas forcément mon kiff, mais c'est fine et sur ceux que je trouve vraiment pas ouf, j'arrive à faire abstraction parce que je trouve le gameplay vraiment trop bien et j'espère que, du coup, les gens qui trouvent pas les artworks très stylés, bah, feront abstraction parce que le gameplay est trop bien. Mais je comprends et comme j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit que les artworks, franchement, ont soufflé fort, je le mets un peu quand même comme point négatif parce que, voilà, il y a des trucs, c'est vraiment très anime style et c'est vraiment très fan service sur certaines cartes et bon, on dort un peu, quoi. Et justement, j'allais dire que pour moi, genre, c'était le plus gros point négatif du jeu. C'est-à-dire que, en fait, c'est un point négatif parce qu'il correspond à la raison pour laquelle on joue à un jeu ou pas. Euh, Il y a des gens qui vont jouer à un jeu pour le gameplay, pour la profondeur du design, pour les options qui sont offertes aux joueurs au moment de la construction, au moment d'une partie, et qui vont s'épanouir dans le simple fait que le jeu fasse des trucs stylés, genre, et qui soit intéressant en termes de design, ce qui est plutôt ton cas. Ouais. Il y a mon cas qui va accorder pas mal d'importance au flavor, en fait au subtil équilibre qu'il y a entre le nom d'une carte, son illustration et son effet. Et la Mmh. sensation que quand tu joues une carte, tu fais ce que la carte est censée faire. Mmh. Genre, ça le fait avec Fireball par exemple, tu vois, dans le jeu, qui, Mmh. bah, c'est une boule de feu, qu'il n'y a que quand tu es un mage que tu peux la jouer, jusque-là c'est logique.
quand tu es un mage de feu, bah, en fait, c'est plus facile à lancer parce que du coup, tu as déjà l'affinité avec le feu et quand tu es Alors, un grand mage, donc que tu es niveau 3, ah non, c'est l'inverse. juste C'est un c'est sort de l'inverse, feu et quand c'est tu es ça, un c'est un mage, sort c'est de plus facile feu, à jouer. donc il faut être feu pour pouvoir le lancer et c'est plus facile quand tu es un mage parce que tu as une affinité avec, les spells de Ça mage. contredit pas ma réflexion. Mais oui, Mais c'est en effet, je c'est juste comprends pour tout à fait. éviter de Et où en confuse gros, les choses. Mais comme son texte c'est: «Vous faites des dégâts et vous en faites plus si votre personnage est d'un niveau élevé», bah, c'est cohérent avec le fait que quand ton mage est puissant, il fasse un sort puissant, genre. ouais. Mais du coup, comme tu as des cartes avec des illustrations avec lesquelles j'ai pas d'affinité, Mmh. tu sais, je suis en mode: «Mmh, me plaît Oh pas». non, mais Du coup, en vrai, tu je sais, il comprends manque un totalement. des éléments dans les rouages du Mmh. flavor du truc et en même Ouais. temps, je trouve ça trop dommage. Non pas parce que, genre, c'est vraiment pas bien, mais plus parce que si j'avais accroché à ces illustrations, je me serais probablement plus investi dans le jeu. Mmh. Parce que je le gameplay vraiment, il a une fluidité. C'est difficile à rendre compte en parlant comme ça, surtout parce que Croissant, il part dans tous les sens, c'est un peu compliqué de le suivre. Mais quand on fera du gameplay, vous verrez à quel point il y a vraiment un mouvement de va-et-vient permanent entre les cartes qu'on joue, les cartes qu'on utilise pour les Mmh. jouer et tout. Et ce mouvement de va-et-vient, il donne un rythme à tout le jeu, à toute la partie, à tous ces moments où on choisit de prendre une décision et pas une autre. Et ça apporte vraiment un truc en plus au jeu, qui est super sympa. Et, heu et du coup, c'est vrai que s'il y avait pas ces illus un peu bizarres, je pense que je Mmh. serais tombé un peu dedans. Et en même temps, ça fait aussi partie des jeux de cartes de pouvoir, solliciter des univers, des Mmh. appréciations, des moods différents et Ouais. il y en a pour qui, ça sort par les yeux de la tête et il y a aussi des gens qui trouvent que des jeux comme Magic, par exemple, nous rompichament au niveau de Mmh. l'univers. Bon alors Magic, c'est pas vraiment un bon exemple parce qu'il y a tellement de variété dans l'univers que Oui, c'est difficile mais genre Flesh de and dire que Blood, nous rompichament, mais Flesh and Blood, des gens vont dire: «Ouais, OK, c'est un peu on trop, s'en dark fout. fantasy random». C'est un peu ouais, c'est un peu trop réaliste, un peu trop sanglant, un peu Mais trop violent, mais il y a toujours ce truc de ça dépend ce que les gens cherchent mmh, bien dans un sûr. TCG en plus et mais tu vois, il y a quand même un truc que je trouve plutôt cool avec ce jeu, c'est que, hem, il je trouve il propose un équilibre intéressant entre un jeu qui, t'ancre vraiment dans un personnage comme Hearthstone ou Flesh and Blood, où tu joues un héros qui Mmh. incarne une façon de jouer, une identité, des cartes il y a que ta classe qui a le droit de les jouer, etc., etc. Mmh. Et des jeux beaucoup plus libres comme Magic, où en fait la seule contrainte réside dans quelles cartes tu as mis dans ton deck et pourquoi tu les as mis là et qu'est-ce que tu veux faire avec. Ouais. Et je trouve que l'entre-deux, entre tu peux mettre n'importe quoi dans ton deck, mais en fait si tu joues certains personnages, ce sera meilleur. Bah ça, je trouve ça intéressant. Parce que Ouais. ça te fait regarder les cartes de plein de manières différentes. Ça te permet d'observer tout le jeu, tout le pool disponible avec plusieurs prismes, de l'apprécier différemment. Mmh. Et ça, je trouve que c'est pour les bouffeurs de carton qui aiment bien juste passer des heures à faire des recherches à la con sur un moteur de recherche en mode mais Ah ouais. attends, en fait, j'ai une idée bizarre. Bah ça, c'est un mood qui est vraiment sympa. Et je Bah, comprends que vraiment, tu j'ai apprécies fait ça il parce y a que pas longtemps. c'est ton mood J'étais en en fait mode d'aller sur le truc de ouais, recherche, de mettre 3 mots clés et d'être en mode: «Mais attends, on peut faire ça en fait». vraiment, il y a pas longtemps, j'étais en mode: «OK, le deck que je joue en ce moment, la version, elle a un peu changé. Je comprends pourquoi elle a changé, mais il y a un élément de la version d'avant que je préférais» et du coup, j'ai scroll genre bon, ça m'a pas pris si longtemps parce qu'il y a pas encore beaucoup de cartes, mais j'ai scroll pendant genre 5-10 minutes en mode: «OK, j'ai ça comme idée, il faudrait que je trouve un truc qui permette de faire ça pour pouvoir appliquer mon idée» et bon, j'ai pas trouvé, du coup, Mmh. dommage, mais genre, je trouve ça trop intéressant et je pense qu'effectivement, bah, un des trucs que j'aimerais bien faire à un moment, je pense, quand je ferai un peu des deck tech ou des trucs, je ferai sûrement un truc un peu historique de Wind Allies. C'est l'archétype dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un des archétypes un des premiers archétypes du jeu qui existe encore aujourd'hui et qui est une des représentations de ce qu'est l'aggro dans le jeu. Et en fait, les versions du deck ont énormément évolué et genre là encore maintenant, les versions qui ont top ce week-end à un événement, enfin le week-end dernier, sont pas les mêmes qu'en début de set, quand le set est sorti et a donné plein de supports à l'archétype. Donc c'est hyper intéressant de voir que il y a tellement de possibilités qu'en fait, actuellement, l'archétype Wind Allies existe sous 4 ou 5 versions différentes. Et les 4 ou 5 sont
jouables compétitivement et ont leur downside et leur upside. Et genre, les 5 sont vraiment legit. Quand tu les poses, tu es en mode, bah, c'est legit de jouer cette version-là. C'est legit de jouer celle d'à côté aussi, mais c'est legit de jouer celle-là. Et ça, je trouve ça trop cool. Et je finirai sur le fait de dire que pour ceux qui connaissent Thomas du Chronis Games, parce que bah, il fait beaucoup pour la scène de Flesh and Blood, parce que ça a été l'organisateur des 2 derniers nationaux, parce que vous êtes sur Paris et que vous allez jouer chez lui. Sachez que Thomas a dit que Grand Archive était à ses yeux, si on prend en compte l'aspect deck building et pas juste l'aspect gameplay une fois que tu as build de ton deck, mais si on prend l'intégralité, l'aspect deck building et l'aspect gameplay, c'est le meilleur jeu de cartes sur le marché à l'heure actuelle. Voilà. Pour ne pas trop enfin, pour ne pas qu'on me tombe dessus, il a aussi dit que Flesh and Blood restait meilleur si on considère juste le gameplay. Pas d'énormément, mais reste meilleur. Mais voilà, ça vous donne une idée quand même. Quelqu'un qui a bouffé des jeux de cartes et bouffé des jeux de cartes dans sa Ouais, vie et dont c'est le mais c'est métier ce que j'ai de les ressenti vendre. aussi. Voilà, ça vous donne. Je dis ça parce que ça m'amuse un petit peu de le dire comme ça, mais c'est juste pour montrer que je pense que les images, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de produits, etc., c'est des problèmes et je suis d'accord. Et s'il y a des gens qui veulent pas tester à cause de ça, bah c'est votre droit et c'est totalement entendable. Mais la réalité, c'est que si vous aimez bien bouffer du jeu de cartes qui est genre vraiment bien dans ses mécaniques avec de la complexité, de la profondeur et tout, si vous aimez Flesh and Blood, regardez un peu le jeu. Voilà, Mmh. c'est tout ce que je Au dis. moins Moi, c'est ce que au j'ai moins fait et regardez j'ai le giga contenu kiffé. qu'on fait. Au moins Voilà, regardez le je vais contenu faire qu'on des fait. deck tech et on va faire du gameplay. Regardez-le, peut-être que ça vous donnera envie. Et je pense que voilà, le jeu est vraiment genre trop un banger. Mmh. Non, mais Voilà. c'est un truc que j'avais senti aussi. En fait, je l'ai senti parce que, moi aussi je suis un bouffeur de carton et quand j'ai Mmh. fait genre 2 games, j'avais une petite étincelle en mode: «Attends, on rejoue là?» Parce que Ouais, en vrai, il y bah avait un truc qui était vraiment sympa et en vrai, tu sais que la mécanique de genre, tu dois prendre des cartes de ta main pour en faire du mana et tout, je la mmh, trouve tellement bien que j'ai ouais. envie de quand j'ai des idées de design de jeu ou de trucs comme ça, j'ai envie de la foutre à toutes les sauces. Je suis en Ouais. mode: «Non mais c'est trop un banger en fait». Mais vraiment, moi, Bon, genre, enfin, c'est vraiment, j'ai eu la même sensation que quand on m'a fait découvrir Flesh and Blood la première fois, où j'étais en mode choc barre de BZ, le jeu est genre trop un banger. Et je sais mmh, que je dis souvent que des jeux sont bien et que je joue à beaucoup de choses, mais tu vois, genre Altered, quand j'ai commencé à jouer, j'ai dit ouais, c'est intéressant, c'est rafraîchissant. Je l'ai jamais mis au même niveau d'intérêt ou de encore une fois, j'ai pas le terme de de d'étincelles, enfin genre d'enjoyabilité, d'étincelle, que j'avais mis Flesh and Blood. mmh mh. Quand je rejoue à Yugi, quand je joue à Magic, je mets pas au même niveau. Heu, Quand j'ai testé Star Wars, Lorcana, tu vois, pour parler de jeux récents, c'est pas au même niveau. Et vraiment, Grand Archive, c'est le seul où je me suis dit: «Ah oui, ça c'est dans la même sphère que Flèche», qui pour moi est Mmh. dans la plus haute sphère en termes de design de jeu à l'heure actuelle, et je mets Grand Archive sur la même sphère. Mmh. Sur ce, je te propose qu'on conclue ce long épisode. On a parlé Ouais, pendant j'ai trop parlé longtemps, encore, ouais. mais c'est parce Non, que ça va. j'adore. Il y a En Moi, il y a un vrai, moment où ça m'a fait rire parce que je t'ai posé une question, tu as commencé à y rapide. répondre, puis tu as parlé d'un Ouais. aspect, et puis tu as pas répondu. Et du coup, Ouais, j'ai fait: voilà. «On va revenir sur cette question du coup». Mais c'est pour ça que c'est avec toi que je fais l'épisode et que je le fais pas tout seul. Ouais, Voilà. ouais. Ah oui, voilà, tout seul, il serait encore en train d'enregistrer en fait, Ouah, ce serait fini. ce serait 3 heures et j'aurais parlé d'un aspect là. Ouais, je pense. Mais du coup, ouais, Ouais, ce sera tout pour cet épisode qui était une introduction longue, mais on l'espère, complète, suffisamment complète pour que ça ait donné aux personnes qui nous ont écoutés l'envie au moins de s'intéresser au jeu et de regarder. Je sais que, Croissant refera des vidéos, sur le sujet, avec moi, sans moi, avec Knight, tout seul, on verra. Heu, pour parler du jeu, du gameplay, des deck tech, des machins et tout. En plus, maintenant, il a du matériel pour faire ça, donc ça arrive vite ouais, la team. Hem, mais voilà, heu, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode, heu et puis, n'oubliez pas de vous abonner
et d'activer la cloche et de regarder tout ce qu'on fait parce que dans la continuité de cet épisode, on compte, comme on l'a dit depuis une semaine maintenant, faire des trucs, faire plein de trucs et sur plein de jeux, donc ça va être super. Mmh. Et sur ce, bah, à une prochaine. Salut tout le monde.